Bonsoir, monsieur, mesdames. Bienvenue chez Cryptologique. Bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le retard. Je viens d'arriver. À la maison et j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes techniques parce que je crois que j'ai eu des petits soucis avec mon ordinateur. Je l'ai redémarré 2 fois. J'ai des problèmes techniques et puis j'arrive pas à cliquer partout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais demain j'ai du boulot pour voir un tout petit peu comment résoudre ces problèmes. Mais bon, si on arrive déjà à lancer le live ce soir, puis on peut faire l'analyse avec vous ce soir et les ZS Traders, ce serait déjà naturellement l'objectif. Mais en tout cas déjà bienvenue à toi Syntax, Cryptaddict, Control Kill. Bienvenue à toi. WTUXI, Yo, Mermo, Fabibiz, bienvenue. Comment ça va les gars? Ça fait plaisir de vous voir autant rapidement. Cool. On a ZS Trader qui va nous rejoindre assez rapidement normalement ce soir. Il va nous rejoindre assez rapidement, donc on va pouvoir directement attaquer, je pense, l'analyse aussi sur Bitcoin. Voir à peu près où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je sais pas si on va pouvoir prendre beaucoup de temps ce soir pour discuter comme la semaine dernière. Pas que je veux pas, mais sans trop me plaindre, j'ai eu un petit peu plus de 8 heures de route finalement, plus que prévu aussi. Et c'est pas mon métier. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui roulent toute la journée, chauffeurs de camion et comme ça, parce que waouh, c'est fatigant. Bordel de merde. Donc voilà. On va directement attaquer. Moi, je vais couper la musique. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur le chat. Hein. Bienvenue. Alcrip aussi, bienvenue à toi. C'est parce qu'Anthony est allé boire des bières. Ouais, c'est excellent. Salut à toi, Dragon. Yo. Messieurs, mesdames, on va pas tarder. Et puis, le lit se fait sentir. Ah, tu m'étonnes. On va directement accueillir, messieurs, mesdames, notre grand, le monsieur, le barbu. C'est le Trader. Hello, ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va. Nickel. Désolé pour l'attente, parce que naturellement, ZS n'était pas... ZS m'attendait, donc merci et désolé. Désolé Mais pour... non, tu étais sur la route, tu quittais un beau pays, donc Un très beau pays, exactement. Ouais, c'est je pense, le troisième pays que je kiffe le plus. L'Italie, ouais. On est parti là-bas pour le week-end, sortir un petit peu de la bulle, passer le week-end là-bas pour mon anniversaire aussi, d'ailleurs. bon Et puis, anniversaire. merci. Et puis, ouais, ça fait du bien. On mange bien. C'est pas trop cher. En plus, on est dans un endroit pas trop touristique, toujours là-bas. Donc, c'est cool. Il faisait assez Ouais, chaud. Ouais, c'est pas du tout la même chose qu'ici, quoi. pareil. Ce week-end, je pars à Athènes, donc je Tu fais vas un à week-end Athènes? à, ouais, Ah, trop bien ça. je fais un week-end à Athènes, enfin un week-end 4 jours quoi. Mais sans les enfants, toi. Ah, sans les enfants, sans rien, juste madame et moi. Ouais, tu vois, ça, c'est encore différent. Ouais. Bon, Bon, ouais, ça dépendra de combien d'enfants j'ai, bien sûr, mais disons qu'à peu près dans 20 ans, peut-être que je pourrais commencer à faire ça aussi. Donc c'est cool. Bienvenue à tous. Désolé en effet pour ce soir. Avril, merci infiniment pour le 40e mois déjà. Merci beaucoup pour ton soutien. J'espère que tu vas bien aussi. Pipo Master aussi, il a bienvenue. FRJC, Holo, bienvenue. Merci les gars. Du coup, on va pas trop tarder, hein, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal de retard. Il est 22h. Bon, en général, c'est vrai qu'on commence plutôt vers 22h les analyses, hein, parce qu'on papote quand même toujours un petit peu au début, donc on n'est pas trop loin non plus. Donc ça, c'est cool. Le marché s'est plutôt bien comporté, en rapport aussi avec les analyses, en rapport avec le temps. On pourra voir ça un petit peu plus en détail. Plutôt positif, c'est cool, surtout depuis même il y a 2 semaines en arrière, je dirais même. L'analyse tient très bien sa route. Et ça, c'est intéressant parce que depuis la semaine dernière, du coup, également, il y a peut-être un peu de ralentissement, peut-être à voir, je sais pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir analyser maintenant parce que du coup, je crois que ça allait jusqu'au 24 octobre, je crois, à peu près. Et on est le 22 aujourd'hui. Donc du coup, on va pouvoir voir peut-être, voilà, est-ce qu'on est sur un ralentissement sur lequel est-ce qu'on va peut-être finir justement cette tendance haussière? Est-ce que c'est pas du tout fini? Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut pas paniquer? Et à partir de quelle zone est-ce qu'on peut de nouveau peut-être s'intéresser de nouveau au marché? Un petit peu savoir, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, on va voir ça sur le Bitcoin. On va voir ça sur le Bitcoin. Si on a un petit peu de temps, on peut éventuellement peut-être voir aussi peut-être Ethereum. Ça pourrait être assez cool. Ça peut, parce que de toute façon, c'est à peu près la même chose, hein, mais
C'est juste que vu qu'Ethereum perd tellement de valeur contre Bitcoin, même que finalement, je crois que les deux dernières analyses, je crois que sur Ethereum était quand même exactement la même configuration. Ça. Mais ouais. On avait la même config pour le moment sur tout ce qui était Ethereum et puis quasiment toutes les autres également. Mm. Donc voilà, je pense qu'il faut bien comprendre la dynamique de Bitcoin à l'heure actuelle, d'accord, avec la structure qui est plutôt positive de Bitcoin. Donc on s'écarte de tout le cône, hein, tu vois, le cône jaune qu'on avait tracé des lignes prédictives correctives. Yes. On est sorti de la date à laquelle on s'est dit, attention, à partir de là, on peut sortir justement de cette structure. Donc c'était mi-septembre, je crois, 25 septembre. Donc on est dans cette période-là. Donc techniquement, on pourrait commencer à percevoir une sortie. Alors, Ouais. pour le moment, la structure, elle est plutôt pas mal. Il y a effectivement, comme tu l'as noté, un ralentissement. Alors, est-ce que c'est un ralentissement de sous-structure pour pouvoir continuer le mouvement? C'est ça qu'on va essayer de déterminer ensemble Mm. aujourd'hui. Et puis voilà. Mm. Ça Ouais, sera parce déjà que pas mal. en tout cas, historiquement aussi, hein, c'est vrai qu'en général, les personnes, bon, souvent on parle déjà de ça à partir de septembre. Après, c'est peut-être un petit peu répétitif, peut-être c'est plutôt de l'espoir, je sais pas, mais c'est vrai que historiquement, en tout cas, le mois de novembre-décembre pour Bitcoin ont toujours été, enfin pas toujours, mais en tout cas, ça a toujours été souvent été des moments, pardon, plutôt assez intéressantes en question de volatilité. Plusieurs fois très hausse aussi, vraiment ce bull market en effet qui part. Donc, si on arrive dans des configurations en effet qui confirment peut-être voilà, les prochains retracements peut-être sur Bitcoin, s'il tient un certain prix et puis que ça respecte bien en effet les analyses, peut-être qu'on peut partir en effet sur quelque chose d'assez intéressant, en tout cas dans cet espoir que novembre-décembre peuvent être de nouveau des mois assez cool. C'est ce qu'on voudrait bien sûr, mais j'ai pas l'impression que dans les analyses on a quelque chose d'extrêmement explosif. On est vraiment beaucoup plus sur 2025. De juin 2025, je crois qu'on était genre. Bon, on a des analyses très sympas hein, sur Bitcoin, bien sûr, mais c'était vraiment beaucoup plus lent en fait. Ça allait pas spécialement exploser ou quoi que ce soit, en tout cas. C'est pas ce Pas qu'on voyait. forcément. Je peux, encore une fois, aujourd'hui, on est en train de construire sa structure. La structure corrective qu'elle s'est mise en place là pendant de mars à septembre, elle est normale, naturelle et logique. Si jamais elle se fait correctement, alors on pourra projeter effectivement la suite de Bitcoin. Donc, si on part sur l'hypothèse qu'effectivement, on est en train de sortir de notre structure corrective, qu'on pousse à la hausse, alors on va pouvoir estimer la date et le prix sur lequel on pourrait projeter Bitcoin à horizon peut-être 2026 potentiellement. Donc ça, on peut faire le travail parce qu'on est sur le début de ce changement de structure. Donc on était dans la vague 4 corrective du mouvement depuis 2022, donc en 2022. Et donc là, on arrive sur la fin de structure, on a respecté les équilibres. Donc jusqu'à preuve du contraire, hein, toujours pareil, eh bien, on peut commencer à s'appuyer sur le bas de août comme potentiellement le point bas de correction et qui puisse aller projeter. Donc ça, encore une fois, c'est sous réserve, c'est avec ce qu'on voit à l'heure actuelle, si la structure continue à se confirmer. D'accord. Yes. Donc ça. Bah écoute, nickel. Comme ça, on va analyser un petit peu tout ça, on va voir tout ça ensemble. Merci beaucoup les gars, très cool. C'est pas aujourd'hui même, mais ça fait très très plaisir. Merci pour les petits messages. Bah, du coup, on attaque. Je suis assez choqué. En moins de 10 minutes, on a déjà 80 personnes sur le live. Les gens ils étaient vraiment. Ils voulaient en effet ils voulaient l'analyser. C'était important. Donc nice. Très très cool. Bah écoute, alors, ce que je disais, hein, donc l'analyse, tout ce qu'on voit là, donc c'était par rapport au départ. J'arrive même plus à l'afficher tout sur l'écran. Bref, donc c'est novembre 2022, d'accord, cette structure. Cette structure, c'est notre structure haussière sur laquelle on peut s'appuyer à l'heure actuelle et qu'on s'est appuyé depuis presque 2 ans. D'accord. C'est cette structure. Maintenant, cette structure, elle est passée dans sa phase, ce qu'on va appeler la vague 4. Et donc, nous, on a fait des projections prédictives correctives de cette vague 4. D'accord. C'est ce cône jaune que vous voyez. Son équilibre qui devrait être respecté. Voilà, c'est cette période, ce niveau de prix qui va de 53 500 à 45 000. On est venu le tester en août 2024, c'est donc le 5 août 2024.
où on est rentré pile vraiment dans cet équilibre-là, et qui était déjà l'équilibre de la sous-structure en violet que j'ai dessiné ici. Bien. Donc tout ça, si on se projette avec une rupture de ce point D ici, d'accord? Donc pour rompre le point, c'est 73 777, une rupture de ce point-là confirmerait ce qu'on est en train de dire, que le mois d'août, le 5 août est le point bas correctif, d'accord, donc de la vague 4, et dans quel cas on pourra commencer à projeter. Alors on va se le faire tout de suite, comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien aux yeux, exact. Ça fait du bien aux yeux. Donc là, on va vraiment dans la projection la plus longue, hein, pour projeter, et on va partir sur notre point bas ici. Donc là, il y aurait le seul scénario pour qu'il soit cassé, ce scénario-là, c'est qu'on casse les 49 000. C'est ça, qu'on revienne casser les 49 473, là, d'accord, ouais. ce point bas du 5 août. Ouais. Voilà. Et donc, la projection qu'on pourrait faire, et là, on commencerait à avoir le suivi de notre plan à horizon, ça fait un peu loin, donc du coup, à décembre 2025, novembre 2025, un Bitcoin qui pourrait, suivant la force suivie, hein, maintenant commencer à comprendre ce que veulent dire ces lignes de force, eh bien, un Bitcoin qui pourrait venir lentement chercher les 82 525, d'accord, si on suit cette ligne de force ici, et puis toutes les accélérations de lignes, eh bien, vont pouvoir nous projeter des prix plus hauts. Donc, à l'heure actuelle, avec la structure qu'on voit actuellement, on peut se projeter à horizon fin 2025 sur un Bitcoin à 32 000 si l'accélération est correcte. Okay, sans compter des extensions potentielles. Sans compter les extensions, ça c'est si maintenant le prix est vraiment au-dessus de cette ligne-là, alors on pourra projeter les extensions ici au fur et à mesure, d'accord? Mais ça, ce sera dépendant de la vitesse d'accélération. Donc là, on pourrait aller projeter, suivant les 2N, les 2E, à partir de 190 000. Mais ceux qui projettent Bitcoin à 300 000, il faut quand même avoir une putain d'accélération quand même, hein. Donc possible, hein, mais il faut déjà avoir la plus forte accélération du truc pour aller chercher ce que nous on appelle après, au-delà c'est du déraisonnable, hein, mais jusqu'à une 4E, c'est réalisable. On l'avait vu, je crois, hein, une 4E, je crois, sur Solana. Oui, on a même eu des 5 et 6E, c'était là, je dis. Ah ouais, on l'a vu. Ouais, on est monté déjà sur des E plus grandes que. Je me rappelle que Solana, c'était vraiment absurde. Et puis, mais par contre, ça était encore dans la logique, par contre. Mais... C'est ça. Donc voilà, ça, pour le moment, si et seulement si la structure comme on est en train d'étudier, donc là maintenant on va zoomer de nouveau sur notre structure la plus proche, parce que dans l'idée c'est quoi? C'est de dire voilà, donc ce point-là, pour le moment, il n'est pas encore structurellement valide. Ok, il se validera de deux manières, si on dépasse un certain laps de temps ou si on vient casser le point D des 73 777. D'accord ? Et on voit qu'on a aujourd'hui, dans la structure en cours, donc je vais revenir dessus, eh bien, la possibilité d'aller chercher 74 000. D'accord ? On est encore sur les lignes de force qui nous permettent de projeter de manière objective 74 050. Okay, donc, ce qui veut dire qu'on pourrait, dans cette impulsion-là, valider ce point C, et dans quel cas, alors, projeter à horizon fin 2025, donc encore un an de travail là-dedans, pour avoir globalement quelque chose qui partirait à la hausse, et donc ce serait plutôt sympathique. Après, il y a le narratif, les élections pro-Trump, pas Trump, machin, au mois de novembre, qui peut faire accélérer les choses, et après on verra avec les forces. Mais on y va étape par étape. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. On va essayer de rester rationnel. En tout cas, pour l'instant, avec toute l'étude qu'on a menée depuis 2 ans, eh bien, c'est ça qu'on peut commencer à projeter. Alors, à l'époque où on avait projeté ici, on avait donné la zone des 73 000, on avait dit de faire attention à partir de mars, qu'on serait plutôt dans une phase corrective qui durerait très certainement jusqu'à septembre, et après septembre, eh bien, potentiellement, on pourrait avoir les phases sur lesquelles le prix pourrait sortir. On avait projeté ces lignes-là qui nous permettaient de dire le cône, la vitesse de correction potentielle qu'on pouvait avoir. C'est pas trop déconnant. Donc, si jamais, effectivement, on a la confirmation, au fur et à mesure, eh bien, on verra bien comment ça va se dessiner, et donc ce sera peut-être pas déconnant, ce plan-là. Pour le moment, on va le
Et l'enlever. c'est, Hein. et c'est voilà, tant qu'on casse pas en effet quand même ces 73 000, c'est quand même jusqu'au début juillet 2025 qu'il faut faire attention. Alors, ça, c'est techniquement la correction maximum que pourrait prendre Bitcoin, d'accord? Mhm. Donc, mais on a des choses qui se sont faites ici et donc des structures là qui commencent à changer significativement. Tu vois qu'ici, on a très rarement dépassé cette ligne. Cette ligne, je rappelle, elle n'a pas été tracée sur les sommets qui étaient là. Elle a été tracée très longtemps en avance et on est venu buter là-dessus. Donc voilà, là, on la traverse de manière significative. Ok. Donc là, il y a déjà le premier prémisse. Et on savait qu'on pouvait la traverser à partir du 25 septembre ou 15 septembre. Enfin, il faut que je revienne. Voilà. Mais voilà, c'était la période sur laquelle on a les premiers prémices de sortie. Si maintenant ça ne sort pas, évidemment, eh bien, toute cette période-là aurait pu être une phase où le marché latéralise de cette manière-là, tu vois. On continuerait à venir comme ça, continuer à faire ça, tu vois. C'était plus ça qui aurait été potentiel. Donc ici, on a bien eu la phase de retracement et maintenant, on est en train de sortir. Donc dans l'idée, c'est faire ça. OK? Ouais. Bien. Donc maintenant, on arrête de rêver et on essaye de comprendre un petit peu la structure, comme elle est en train de se déplacer. Donc le plan qui est en cours. Le plan qui est en cours, c'est cette structure ici. Je rappelle, cette structure, elle est dépendante du point du 6 septembre, comme le point A. Le point B, on l'a positionné sur la date du 27 septembre 2024 et le point C sur le 10 octobre. Okay, c'est cette structure-là qui nous projette ce plan. Okay. Alors ce plan, évidemment, on est dans sa troisième vague à l'heure actuelle. D'accord, je rappelle que ça, c'est la première vague, la deuxième vague. Et nous, les marchés, on les décortique en 3 temps. Donc 3 vagues. Et ensuite, une fois qu'on aura fini le temps de cette troisième vague, eh bien, on ira chercher la quatrième vague pour les retours à l'équilibre. OK. Donc, on est dans ce plan. Et ce plan, qu'est-ce qu'il nous dit à l'heure actuelle dans sa projection? On est encore dans les lignes de force, on va dire, qui peuvent nous projeter la sortie 72 894 ou 74 050, je crois, un truc comme ça. Ok, donc tant qu'on reste dessus, c'est pas trop déconnant au niveau du mouvement. Par contre, on a vu que le mouvement, et on va le voir après plus en détail, que le mouvement est en train de légèrement ralentir puisqu'on ne suit plus les lignes de force. Hein. On avait les premières projections qui étaient assez dynamiques, suivies de volume. Hein. Donc, on était assez dynamique pour aller chercher des projections assez sympathiques puisque si on était resté entre ces deux cônes ici, on aurait pu projeter 86 847. Sauf que le marché... à la cassure des 27 000, du 27 novembre, du plus haut du 27 novembre, donc les 66 498, d'accord, on s'est mis à ralentir. Bien. Donc, dans l'idée, aujourd'hui, il va falloir essayer de comprendre le ralentissement. Quelles sont les zones de soutien? Qu'est-ce qui se passerait si le ralentissement amenait une correction? Jusqu'où la correction pourrait aller? Et est-ce que si correction il devait y avoir, ça changerait la dynamique de ce plan? Voilà un petit peu toutes les questions que vous devez vous poser, ou en tout cas que je me pose en tant qu'analyste technique Ishimoku. C'est ça que je vais me poser comme question. Parce que derrière, va falloir savoir qu'est-ce que je vais faire comme trading à court terme, puisque j'ai besoin de savoir comment je vais travailler demain, après-demain, mon trading et voir mes investissements. D'accord? Pour l'instant, est-ce que je vais avoir un bon prix et où est-ce que le prix sera intéressant pour réinvestir? Donc maintenant, on va essayer ensemble de décortiquer un petit peu ce plan. Donc, voilà, ça, c'est notre plan de base et maintenant, on va essayer de le décortiquer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon. Non, je pense que c'est plutôt clair, en effet. Ça va être intéressant de voir, surtout à partir de quand le ralentissement nous intéresse. Parce que c'est vrai que voilà, quand on a cette confirmation vraiment de cette hausse, on a des cassures des anciens prix, etc., on devient justement très euphorique, puis on se dit, bon, enfin, c'est reparti, etc. Je pense que même des personnes qui regardent des analyses techniques chartistes ou peu importe, hein, je pense qu'en effet, beaucoup de personnes sont très euphoriques. Donc, de bien comprendre, en effet, ce ralentissement, quelle sorte d'informations elle peut vraiment nous donner, ça va être très intéressant, oui, je pense. on va essayer de le décortiquer de toutes les manières logiques,
d'interprétation. Je voudrais que ce soit un peu exhaustif aussi, la manière dans laquelle on peut regarder un graphique. Moi, je vous le regarde à chaque fois par l'Ishimoku, ondulatoire, donc on regarde la structure des bougies, on regarde les équilibres, on va regarder un petit peu tout ça. On va essayer de regarder également par les volumes, d'accord, pour voir les 3 axes qui vont nous permettre d'avoir un avis objectif sur le marché. En tout cas, j'espère, le plus objectif. Bien. Alors, on va commencer. Je vous enlève la structure du plan, comme ça, ce sera plus clair pour vous. OK. Maintenant, on va aller étape par étape. Avant de retourner dans la structure, on va regarder les équilibres. D'accord? Souvenez-vous, les équilibres qu'on a regardés. Donc, on regarde toujours le 9, le 26, le 52. Ça, c'est la base de la construction de l'Ishimoku, mais vous savez qu'il y en a d'autres. Le 17, 33, et tous les nombres de l'Ishimoku sont des cycles à part entière. On va s'intéresser d'abord au 26. Le 26, puisque c'est lui qui va donner la directionnalité du momentum présent. C'est le cycle Ki. Et ce cycle-là, eh bien, il est toujours orienté à la hausse. D'accord ? Vous avez son équilibre qui est toujours en train de faire des hauts de plus en plus hauts si vous regardez à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt positif. OK ? Maintenant, il est toujours important de regarder son équilibre et également l'ombre de son équilibre. L'ombre de son équilibre, qu'est-ce que c'est ? C'est le prix que vous avez à l'heure actuelle décalé d'un cycle. Ça, c'est ce qu'on va avoir, cette ligne verte qui est la Shinku. D'accord ? La ligne de Shinku, c'est la valeur du prix à la clôture, je dis bien la clôture, par rapport, donc la valeur du prix actuel, donc la valeur que vous avez 67 504, vous avez exactement, la Shinku est exactement au même prix, mais on va le comparer par rapport au démarrage du cycle de 26 périodes. Donc le démarrage, elle pointera toujours la bougie du démarrage du cycle. Donc ce cycle de 26 périodes, si je devais le dessiner, eh bien ce cycle, il commence ici, d'accord ? Et pour l'instant, il se termine ici. L'équilibre de ce cycle, il est donné par cette ligne, d'accord ? Et la structure à l'intérieur de ce cycle, eh bien, vous voyez que la structure, vous avez une vague baissière et une vague haussière à l'intérieur de cette structure. OK ? Donc, et ça, eh ben, c'est pas anodin. Ce qui veut dire que le prix, si je regarde ce qui s'est passé aujourd'hui et que je vais le comparer à ce qui s'est passé demain et que je fais ça tous les jours, c'est-à-dire que demain, il y aura une nouvelle bougie ici, vous aurez cette ligne qui va se décaler d'un jour. Et on va faire ça à chaque fois de la même manière, tous les jours. Okay ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez qu'ici, vous avez un cycle. Dans son passé, le cycle était baissier. Il était dans sa vague baissière. Et nous, on a 2 possibilités où le marché est synchrone avec ce qui s'est passé il y a 26 périodes, donc au démarrage du cycle, ou est-ce qu'on ne l'est pas ? S'il est synchro, alors on devrait s'attendre à une baisse. D'accord ? Et cette baisse doit être relativement faible pour éviter que le prix ne traverse les bougies. Tant qu'elle est dans la phase de correction sans traverser ces bougies, ce n'est pas trop gênant. Vous ne changerez pas l'orientation de l'équilibre. Okay ? Puisque l'équilibre là, c'est lui qui va nous permettre de dire est-ce que si cet équilibre va à la baisse, alors on aura un momentum présent baissier. Si cet équilibre-là va à la hausse, le momentum reste toujours le même. On ne change pas de momentum. Donc, pour pouvoir avoir ce momentum, vous êtes d'accord, vous avez le droit de glisser comme un toboggan jusqu'à ces niveaux-là, sans les casser. D'accord ? Si vous les cassez, ce n'est pas bien grave, mais là, vous commencez à avoir un cycle à orientation plutôt dans les... Si on prenait le yin et le yang, d'accord, le yin étant le côté négatif, eh bien, vous commencez à rentrer en dessous des prix, ce qui veut dire que le prix actuel est plus bas que le démarrage de son cycle. OK ? Et c'est pas anodin. OK ? Donc, vous savez, vous avez le prix, vous pouvez corriger sans problème tant que vous restez au-dessus de cette pente. OK ? Je veux vraiment que vous compreniez cet aspect qui est hyper important dans l'Ishimoku, c'est que vous restez au-dessus de ce cycle-là. Bien.
Ça, c'est pour le cycle de 26. Donc, le cycle de 26, on dira attention, il rentre dans une phase corrective, d'accord? Donc, dans un momentum correctif sur lequel il va falloir voir si le momentum présent s'amène également à corriger. Donc, ça, on se met déjà dans une question là. Est-ce que je vais voir de manière sur les unités de temps plus courtes pour demain, est-ce que je commence à pouvoir pressentir une baisse potentielle due à la baisse passive du cycle qui. D'accord? Ça, c'est une première question qu'il va falloir que, dans ma tête, je résolve. OK? Je dois porter mon attention à ça. Bien. Alors, maintenant, si on regarde le cycle de 9, je vais remettre le cycle de 9 avec sa Shinku, comme ça vous le verrez. D'accord? Voilà. Le cycle de 9, lui, si pour l'instant, il est toujours haussier. Regardez bien, le prix est au-dessus de l'équilibre de 9 périodes et il est au-dessus des bougies. Alors, il était bien au-dessus des bougies. OK? Mais là, avec la poussée ici, on aurait pu s'attendre à une journée aujourd'hui plus haussière potentielle. D'accord? Ça n'a pas été le cas. Vous voyez que cette journée par rapport au cycle 9 aurait dû avoir une poussée au moins similaire à celle-là. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez maintenant les 9 bougies qui sont à l'intérieur de ce cycle, eh bien, on se rapproche assez facilement des bougies. Okay, donc, tout l'avantage qu'avait le cycle, parce que vous voyez que si on comparait à chaque fois par rapport aux bougies, donc il a eu un moment où il s'en est écarté, désynchronisé, donc ça c'était plutôt positif. Et ici, on vient de réduire drastiquement maintenant l'espace de changement de cycle. Donc ça, il faut quand même faire attention. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous dire que si demain, la poussée n'est pas supérieure à ce prix ici, la Shinku va venir proche de sa bougie. Si c'est inférieur, donc demain on corrige et que c'est inférieur ici, elle basculera baissière. D'accord? Elle n'aura pas encore dépassé son équilibre, mais elle basculera baissière au niveau de l'orientation de son cycle. Et vous savez que pour qu'elle reste dans l'orientation haussière, il va falloir que chaque jour, elle pousse au moins de ces niveaux-là. Il va falloir que chaque jour, il doit pousser au moins de ces niveaux-là pour rester dans un cycle de hausse sur le cycle Setsu, sur le cycle de 9 périodes. OK? Donc, vous comprenez qu'il commence à y avoir une discorde entre ce cycle-là qui peut pousser comme ça à la baisse, mais s'il pousse à la baisse comme ça, il va envoyer le cycle de 9 à la baisse. Okay? Alors, c'est pas bien grave, vous savez qu'il y a d'autres cycles intermédiaires à l'intérieur. Et tous les équilibres des cycles 17, 33, qui sont les cycles suivants, ils sont tous au même équilibre. Si je vous remets rapidement ces cycles-là, je ne vais pas forcément afficher les Shinku, je vous mets les 17 ici. Hop. Vous voyez que tous les cycles, le 17, le 33 et le 26, sont tous cumulés sur ces niveaux. Si je remets à l'intérieur, je vais quand même mettre les Shinku, 17, 26 et le 33. Vous voyez que le 17 est ici et le 33 est ici. Donc le 33, à l'intérieur du 33, quel est le cycle que vous avez? Vous voyez qu'à l'intérieur du 33, vous avez la même structure ici, potentielle, baissière. Enfin, structure OV2. D'accord? Dans le 33, c'est bien cette onde V qui est à l'intérieur. Dans le 17, lui, il n'a plus que cette structure à l'intérieur. D'accord? Cette structure à l'intérieur dans le 17. Et le 9, lui, il perd quasiment la totalité de l'impulsion qui est là. Maintenant, on n'est plus qu'à mi-impulsion. On a la dernière structure qui venait d'ici, donc avec ce bas-là, d'accord, jusque-là. Donc, dans le 9, il nous reste la dernière impulsion de sous-structure qui est encore englobée dans le cycle de 9. Maintenant, cette
sous-structure, elle a très certainement fait un prix ici, donc c'est notre A ici, notre B ici, notre C ici, et ensuite on a fait un D et un prix d'équilibre. Est-ce que le prix d'équilibre est dépassé? Oui, non. Ça, c'est ce qu'on va se poser comme question pour le cycle 9, d'accord, par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on commencerait déjà à avoir un prémisse de dire si il y a baisse ici, est-ce que ma structure à l'intérieur, elle a été respectée son prix d'équilibre? Si elle n'a pas respecté son prix d'équilibre, il y a une forte probabilité que le marché commence effectivement à enclencher un cycle sur le Setsu à la baisse. OK. Et ce qui fait que la 17, elle peut également descendre, mais elle ne devra pas descendre plus bas que 62 864. Vous voyez que elle a plus de marge. D'accord. Donc tout ce plat-là, il va falloir descendre doucement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si ça descend comme ça, le 33, lui, il peut rester encore haussier jusqu'à 63 795. Donc vous voyez que si ça chute, le 9 va très certainement descendre en dessous, mais on a deux zones de soutien importantes. Donc cette zone-là est plutôt, encore une fois, pour son cycle 33, qui est important à 63 583. Je vous ai montré que la dernière fois, c'est bien le cycle 33 qui a soutenu le mouvement, et donc du coup, il est intéressant de le garder à l'œil, ce cycle 33-là. OK, voilà comment je vais décortiquer un peu les cycles, je vous les fais rapidement, et qui vont me permettre déjà, je dois répondre à deux questions, et en tout cas une que je peux synthétiser en me disant, OK, proche de moi, j'ai une structure haussière, j'ai une sous-structure, dans la sous-structure à l'intérieur, bien j'ai le cycle 9 qui est à l'intérieur de cette sous-structure, et dans cette sous-structure, je vais essayer de regarder si l'équilibre a été respecté ou non, et s'il n'a pas été respecté, il va falloir que je regarde l'équilibre pour le cycle 17, et pour l'équilibre du cycle 17, je vais devoir prendre le point bas du 10-10 2024 pour pouvoir essayer de comprendre l'équilibre là. Et on imagine bien que cet équilibre devrait, si les choses sont bien faites, au moins rester sur le niveau des cycles 26, 33 et 17, sur ces niveaux-là, pour pouvoir essayer de repartir en appui dessus et finir ma sous-structure de vague 3. Parce que ça, c'est mon point C, et que là, c'est ma structure, ma vague 3, et ça pourrait faire cette sous-structure-là pour repartir à la hausse et continuer mon plan principal. Je rappelle le plan principal que qu'on avait tracé tout à l'heure, que je vous ai enlevé pour que vous ne soyez pas... Voilà, c'était celui-là. D'accord. Donc l'idée, est-ce que je redescends ici pour m'appuyer et repartir, regagner de la vitesse pour aller chercher mes structures. OK. En sachant que c'est possible que ça retrace pas et que ça parte tout de suite aussi. C'est possible, exactement. Maintenant, c'est à ça qu'il faut qu'on regarde. Puisqu'on a l'appui du cycle 9. Si le cycle 9 rebondit sur ces bougies, ne les passe pas, on a vu qu'on a le minimum d'accélération. C'est lui qui va nous donner le minimum d'accélération pour pouvoir passer et continuer à accélérer. Donc, on connaît le minimum, l'accélération minimum qu'il nous faut demain, après-demain. C'est-à-dire qu'il va falloir être demain au-dessus de 67 074. Alors, il y est à l'heure actuelle. Après-demain, il faut qu'il soit au-dessus de 67 620. Après-demain, il va falloir qu'il reste au-dessus des 67 620. Ensuite, il faut qu'il soit au-dessus de 67 428. D'accord. Vous voyez que ça, c'est l'accélération minimum si on ne veut pas que le cycle s'inverse. Okay. Donc, on sait les objectifs chaque jour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décortiquer pour répondre à ces questions-là et de voir si, en regardant ce qui est en train de se dessiner à l'intérieur de ça, d'accord, d'essayer de comprendre si ce cycle-là va plutôt faire le rebond ou si on rentre à l'intérieur du cycle de 9 comme un cycle de baisse. Okay. Et dans quel cas, quelle sera sa zone de réception pour le cycle du 17 qui lui tient pour le moment l'entièreté de la structure de la troisième vague de notre plan. Ok, oui, on commence à rentrer un petit peu dans les... Exact. Avant que du coup, parce que je suppose que tu vas partir en 4 heures pour regarder peut-être un peu plus en détail, avant qu'on parte en 4 heures, vu que tu es déjà en daily et que tu nous as montré avant aussi la grande ligne orange, là, les lignes correctives orange que tu avais tracées là, il y avait une question de stick mou qui ne comprenait pas justement comment elles sont calculées, ces lignes correctives. Et puis je peux même lire son dernier commentaire aussi dessus. Peut-être que tu vas pouvoir lui répondre dessus. Son dernier commentaire ici, c'est comment arrive-t-il à la conclusion du tracé jaune correctif en partant de la vague N jaune du weekly qui a fait une target 2E. Je ne comprends pas la cohérence du retour dans son rectangle ainsi que la date avec l'angle des lignes prédictives, tout en connaissance de la target atteinte.
C'est tout l'art, Stickmo, c'est tout l'art de Ichimoku. Non, c'est la construction de la vague 4. Comment elle se construit une vague 4? En fait, une vague 4, le but et l'objectif de la vague 4, c'est de rentrer dans l'équilibre, en tout cas tester la solidité de l'équilibre de notre structure. Donc, elle est dépendante, effectivement, cet équilibre de la target qui a été fait entre les points A, B, C et donc au niveau du point D. Cet équilibre-là, il est dépendant, en gros, comme je dis, des targets qu'il va faire. Et ensuite, les pentes que tu vas avoir là, elles sont dépendantes du temps où CD et du temps AD. D'accord? Donc, en gros, si je te reporte le temps, CD ici, tu verras qu'on vient taper sur la première borne temporelle de mon équilibre. Et si maintenant, je te prends le temps AD, de toute façon, c'est toujours une symétrie, hein, n'oubliez pas, c'est symétrie de vague centrale. Hop, ici. Là, tu tombes sur la fin de mon temps. OK ? Donc là, on a la construction du cycle du temps par rapport à AD ou CD, d'accord? Et ensuite, l'équilibre, c'est le retour à l'équilibre qu'on va faire suivant les targets qu'a fait le marché. Et à partir de là, ta pente, c'est quoi? C'est ton D et le croisement de l'équilibre avec le temps, d'accord? Et la pente, elle va être dessinée de cette manière-là. Donc les deux pentes pour la correction la plus rapide, en temps et en prix, d'accord? Et la correction la plus lente. Là, comment on va avoir tracé ces lignes, ces niveaux de lignes. OK? Top. Merci beaucoup. Je pense que ça a pu répondre à Stickmo du coup. Du coup, on peut reprendre avant qu'on parte trop tête dans les détails, en effet. Du coup, on va regarder, du coup, tu vas partir peut-être en 4 heures et puis on va analyser un petit peu justement ce ralentissement qu'on a eu ces derniers jours. OK. Et puis de voir en effet si on trouve des réponses. OK, maintenant, on va enlever nos équilibres comme ça pour essayer de garder une certaine clarté sur notre graphique parce que il y a beaucoup de choses à chaque fois. OK. Je suis désolé, mais l'analyse Ichimoku, il va falloir. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup. Ouais. Typiquement pour les nouvelles personnes, je pense en effet, si vous êtes en train de regarder et puis vous comprenez rien parce que c'est peut-être la première fois ou bien vous êtes tout nouveau en effet sur les Shimoku ou bien vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop de blabla, etc. C'est plus que normal en effet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails, il y a peut-être visuellement aussi beaucoup. Mais voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Des questions qui sont répondues assez rapidement se fait aussi des fois directement dans le chat. Stickmo, voilà. tu as très bien fait. Vous posez ces questions-là. Après, oubliez pas, ça fait 2 ans. C'est 2 ans de plan qui est tracé au fur et à mesure, chaque mardi, ensemble. D'accord? Donc forcément, il y a encore, j'ai organisé, mais si je vous mets tout ce qui a été tracé au fur et à mesure, je veux dire que vous irez plus, vous comprendrez plus grand-chose. D'accord? Voilà. Ça, c'est OK? OK, on ne comprend plus. Donc, il faut garder une certaine. Je garde mes tracés parce que ça permet déjà de montrer au fur et à mesure la réflexion qu'on va avoir au fur et à mesure du déploiement du mouvement. OK? Et puis, à un moment donné, c'est votre travail. Donc, si vous voulez être cohérent et savoir ce qui est en train de se passer et tout ça, donc il faut garder vos traces de vos tracés. C'est pas simplement je tire un trait horizontal, vertical et puis je dis voilà, si ça casse ça, alors ça va faire comme ça. Non, il y a toute une logique avec les temps qu'on va donner, les dates qu'on va donner au fur et à mesure pour pouvoir savoir comment le marché fait ou ne fait pas ce qu'on estime par rapport au calcul du mouvement. Là, il s'est avéré que sur 2 ans, en fait, il est venu vraiment chercher bien les prédictions. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais c'est pas ça ce qui est important pour nous, c'est toujours nous dire qu'est-ce qu'on doit faire avec le mouvement du prix. Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois me protéger mon portefeuille? Est-ce que voilà. Okay. Donc, on va essayer de construire ça ensemble encore maintenant sur ce niveau. Donc,
je reprends et on va partir maintenant de la logique du 10-10. Hein. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà. On sait qu'il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on a un cycle de 9 qui est potentiellement en train de rentrer dans sa phase baissière potentielle. Si on n'a pas une accélération suffisante, en tout cas dans les 2-3 prochains jours, il faut ou maintenir ce niveau ou accélérer ce niveau. Si on commence à ralentir sur ce niveau, ça va être compliqué pour les prochains jours du cycle 9. Okay. Donc maintenant, on va décortiquer ça et on va essayer de comprendre comment cette structure de cette vague 3, à partir du 10-10, elle s'est construite, comment elle s'est montée en termes de structure. On revient sur la structure. Donc là, pour ce faire, pour que ce soit un peu plus détaillé, on va descendre, puisque maintenant vous avez vu qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, ça aussi je voudrais vous dire, c'est que vous avez vu qu'on avait pris en référence ce temps à partir de ce point ici, et vous êtes au 11e jour, et là, vous avez fait également votre 11e jour où vous avez fait votre sommet. Donc, le temps ici et le temps ici est identique. D'accord ? Par contre, la poussée qu'il y a eu ici, elle est légèrement plus faible que cette poussée-là. Et ça, c'est aussi quelque chose de positif. Donc, quand vous analysez également, donc ici, ce point-là à ce point-là, vous avez mis 11 barres. OK ? Et si vous regardez de ce point-là à ce point haut, ici, eh bien, pareil, vous avez mis 11 barres. Pardon, on le voit mal. Hop. Ici à ici, vous avez mis également 11 barres. D'accord ? Donc, entre ces deux-là, vous avez mis 11 barres. Par contre, l'amplitude ici, si je reprends l'amplitude de là à là, eh bien, vous avez une amplitude de 10 495. Et ici, vous avez une amplitude 8 911. Donc, pour le même jour, le même nombre de jours, c'est des vitesses, hein, même nombre de jours, vous avez fait plus haut ici, donc vous avez un sentiment, une vitesse plus importante dans ce mouvement-là. D'accord ? Ce qui est déjà plutôt sympathique. Hein. Juste une petite idée comme ça. Gardez ça dans votre tête, que la poussée a été plus forte de ce côté-là que de ce côté. OK ? Bien. Maintenant, on va descendre donc aux 4 heures. Et donc, à partir du 4 heures, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à partir du 10-10, d'accord ? Ici. Donc ça, on a eu une première structure, donc où on a eu notre poussée. C'est pas la première, non, c'était celle-là. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait tracé ensemble. Vous vous souvenez, ça c'était mardi dernier. On avait dit, voilà, ici, on peut revenir peut-être sur ce prix d'équilibre. Retour 63 890 potentiel. Alors, le marché était cherché ça, d'accord, à 68 014, et on a commencé à amorcer la correction. Stick move, tu vois, même principe. Hein. Cela, ça se trace automatiquement, mais c'est le même principe. Les lignes de prédiction corrective ici, eh bien, nous permettent de voir la correction potentielle de la vague 4. C'était plutôt pas mal. Et puis, on voit qu'au retour, au-dessus des 66 584, le marché s'est mis à latéraliser. D'accord ? Et pas n'importe comment, puisqu'il y a eu une augmentation des volumes sur cette période. Je reviendrai après au volume, mais c'est un tout. Hein, comprenez que c'est un tout dans votre lecture. Et on avait donc une OV2 potentielle avec cette target-là qui arrivait sur la S à 66 994. D'accord ? Donc, en fait, on est arrivé sur ce niveau. Et la sous-structure corrective qu'elle s'est mise en place, là, eh bien, c'est vu s'arrêter sur ce niveau pour repartir. Donc ça, pour nous, on va appeler ça une continuation d'onde, puisqu'on doit avoir une transition d'onde. Ça, c'est la vague 4, c'est une transition d'onde. Et si on casse la vague 4 par le haut, encore une fois, sans forcément revenir vers la proximité des équilibres, il y a potentiellement la possibilité de faire une transition d'onde. Donc là, on a bien une transition d'onde et donc, on étudie la transition d'onde. Pour étudier la transition d'onde, on va partir de la vague 3 précédente, donc celle-là, et de la sous-structure de la vague 3. C'est ce qui fait que je vous enlève ça, hop, et on part de la sous-structure de la vague 3. La vague 3, du coup, est ici. Donc A, B, C, ça, c'est sa sous-structure à l'intérieur. On est venu targeter les 68 194 ici. Et vous voyez que le prix continue à faire sa continuation haussière. Et donc, vous êtes dans l'obligation de travailler sous la sous-structure de cette vague 3. D'accord ? Donc, ça, c'est la vague 3. Et donc là, on va travailler sous la sous-structure. C'est celle-là. OK ? Donc, du coup, vous travaillez à chaque fois pour voir la sous-structure.
Donc, on avait la target 68 531, donc ici. Donc, on est venu pousser jusqu'à cette target-là en sous-structure, continuation d'onde, pardon, et on voit qu'on a encore une continuation d'onde. Ok, bah, toujours le même principe. On décortique et on passe sur la suivante. Voilà la suivante. Et celle-là, je vous rappelle, c'est celle qui tient le point du cycle 9. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit le cycle 9, si je la laisse tracer celle-là et qu'on va en délit, eh bien, c'est celle qui apparaît ici, sur ce point bas-là. D'accord? Donc, c'est elle qui vient, et c'est bien elle, si je compte mes 9 bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le moment. Et donc, comme elle vient maintenant effacer celle-là, eh bien, c'est celle qui va contenir la dernière vague, dernier cycle de 9 à l'intérieur. Ok, je reviens rapidement sur 4 heures. Et là, vous voyez qu'on est venu chercher effectivement la target et depuis, il n'y a plus de continuation d'onde. Okay, donc, on est bien à la fin de la structure. Donc, on est bien à la fin de la poussée complète ici. Et on a maintenant eu la correction. Sauf que vous observez que le prix d'équilibre de ce niveau-là, était plutôt 60 175, 68 000. Et le marché, eh bien, là, est venu décrocher en dessous. Ce qui veut dire que cette sous-structure ici, là maintenant, elle est passée plutôt, entre guillemets, baissière et n'a pas réussi à faire le rebond pour faire une continuation d'onde. Donc ici, on met bien fin à la structure et que ici, c'est bien notre point haut de toute la structure ici jusque-là. D'accord? Il n'y a plus de continuation d'onde, c'est bien une transition d'onde qui a été faite et là, qui s'est déséquilibrée. Donc, si elle se déséquilibre à partir de ce moment-là, il va falloir faire attention. Si le marché revient sur ces niveaux et tient les niveaux pour continuer à descendre. Okay, donc, maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, de trouver la structure qui, à l'intérieur, peut ramener de nouveau cet équilibre. Donc, j'enlève celle-là et on va passer sur cette structure ici. D'accord? Cette structure a son prix d'équilibre ici. D'accord? Cette structure, elle prend en considération quasi toute la structure de hausse, puisqu'on sait que maintenant, ça, c'est le point haut. OK? Et donc, on arrive à un équilibre qui peut descendre jusqu'à 66 500 et on comprend que le marché, pourquoi il résiste sur ces niveaux-là? Eh bien, c'est qu'il est dans sa structure en fait d'équilibre. Alors, c'est cool parce que ça veut dire que pour le moment, elle tient. Et si elle se met à rompre, d'accord, bah, il va falloir qu'on travaille sur une structure plus large. Donc ça, il faudra qu'on retravaille un petit peu notre ondulatoire à l'intérieur pour pouvoir voir où est-ce que cet équilibre pourrait se faire. OK? Bien. Pour le moment, donc, ça montre qu'on est bien dans la zone de... donc, on a bien marqué le point haut de la vague d'impulsion. On est en train de faire la vague corrective. Pour l'instant, il y a un range tout doucement qui est en train de se mettre aux alentours des 66 500, qui est la borne basse théorique. Et si on reste sur cette borne basse théorique, alors on pourrait continuer à faire le mouvement et donc ne pas retracer, comme tu disais. Potentiellement, on pourrait ne pas retracer le mouvement parce que si cet équilibre se fait respecter. Donc en gros, le 66 500. D'accord? Ce niveau-là, il est important. Ok, il est important parce que c'est un retour d'équilibre. Alors les chartistes peut-être ils verront une zone de polarisation entre une résistance et ensuite un support qui est venu être marqué. D'accord. Donc voilà. Si on regarde au niveau de la SSB, vous savez que pour que le marché se mette à changer, il faut absorber le momentum précédent. Le momentum précédent, on le regarde par rapport au cycle le plus large sur le graphique ici, qui est le cycle 52. Il y a d'autres cycles plus longs, mais ça, c'est pour d'autres types d'analyses. Donc le cycle 52, lui, il nous représente un petit peu l'ancien momentum. Le momentum était bien haussier. Vous voyez que cette ligne ne fait que monter. Vous devez faire attention lorsque cette ligne-là, ce cycle large, ce cycle long qui représente deux cycles donc deux cycles de 26 à l'intérieur, eh bien, se fait absorber et revient sur l'équilibre du dernier cycle de 26. Donc, c'est-à-dire que cette valeur-là, cette ligne-là se met en face ou à peu près au même niveau que cette ligne-là.
on peut considérer que le momentum précédent a été absorbé. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, il y a encore du momentum de hausse, d'accord, pour le marché, et que le marché sur ce momentum-là est en train d'essayer d'absorber ce momentum. C'est intéressant ça. Bien. Donc pour l'instant, c'est plutôt en faveur, si on regarde la structure, plutôt encore en faveur d'une hausse. Si on regarde les équilibres, on voit qu'il y a encore du momentum de hausse sur cet équilibre. Par contre, si on regarde sur l'unité de temps 4 heures, on commence à avoir les prémices d'une latéralisation avec une Shinku qui est rentrée en dessous des prix. Et quelle est la borne dangereuse pour la baisse, enfin pour la hausse, ce serait qu'on se fasse avoir et que cette ligne-là de bougie ici, la Shinku revienne remonter jusqu'à cette ligne-là et rejette et se mette à baisser. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, tu aurais une montée du prix qui pourrait remonter jusqu'à ce niveau-là et à ce niveau-là, commencer à redécrocher. Ok? Et elle, en attendant, elle va remonter ici et elle va se remettre au même niveau que ça. D'accord? Donc là, c'est le moment où il faut faire attention à la zone 68 143. Ok, cette zone-là. Si elle résiste, alors vous aurez la première structure baissière potentielle ici. Alors, vous avez encore du temps pour faire celle-là comme une OV2. Ok, c'est pour ça que ça latéralise. Vous avez une OV2 ici, je vais la tracer un peu plus propre. Ici, dans votre range à l'intérieur, vous avez cette structure-là. D'accord? Vous avez cassé le point A ici, vous êtes dans une OV2, et donc à partir de cette OV2-là, bien, vous pouvez faire un retour sur une SM, ici, ou alors remonter potentiellement pour aller chercher la SM qui serait plutôt là-haut. D'accord? Donc vous avez deux possibilités, et à partir de là, où le marché continue à latéraliser, c'est-à-dire vous avez une montée et ce niveau 68 143 continue, mais vous n'arrivez pas à repasser la partie haute marquée par ces bougies, chose que je ne crois pas parce qu'il n'y a pas eu énormément de défense sur cette zone. Bon, c'était le week-end, tu vas me dire, mais voilà. Je pense que la zone la plus réelle où les vendeurs se trouvent, techniquement, c'est ici. D'accord? Ça, c'est le week-end. C'est pas la même chose. Regardez les volumes qui ont été échangés sur ces niveaux, d'accord, par rapport à ce niveau du week-end. Ça, c'est un petit mouvement tranquillou du week-end. Et ensuite, on est venu recorriger ce mouvement. Par contre, on a du volume qui vient maintenir cette zone. Regardez ces mèches qui sont rachetées sur la partie basse, qui est exactement le même niveau que cette partie ici, qui est le même niveau que cette bougie qui est ici et qui est venue chercher le dernier, on va dire, les derniers remparts de vider la poche d'offres ici et qu'on essaye de maintenir. Donc cette bougie-là, elle est très importante en VSA. Pour ceux qui font de la VSA, vous savez que cette bougie ici, donc c'est celle-là. Okay, donc celle-là ici, on a rencontré énormément d'offres qu'il a fallu absorber, et entre ces deux bougies qui sont là, donc ça c'est la continuité de celle-là, d'accord, celle-là, elle va être hyper importante. Et vous comprenez pourquoi que ce niveau-là, pour ceux qui font de la VSA, ça va être un point important. Et ce niveau, vous voyez que c'est celui qui est travaillé. OK? Donc, là je viens de switcher sur les volumes, la VSA, volume spread analysis, qu'on va utiliser pour pouvoir, encore une fois, cadrer. N'oubliez pas ce que vous regardez, ce n'est pas des bougies, c'est un carnet d'ordre. C'est l'offre et la demande. On va toujours regarder le marché comme de l'offre et de la demande, et qui est en équilibre et en déséquilibre. Si c'est en faveur de l'offre, vous avez un marché qui va descendre. Si le déséquilibre est en faveur de la demande, le marché va monter. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, les représentations graphiques diverses et variées que l'imaginaire humain a réalisé, d'accord, c'est pour toujours matérialiser l'offre et la demande. Okay, c'est exactement ce qu'on fait là, alors sous forme Ishimoku, mais peut-être d'autres vont le faire avec d'autres manières graphiques d'observer le marché. Nous, on va utiliser l'Ishimoku, on va utiliser la VSA, donc le volume, beaucoup de choses autour du volume, qui vont nous permettre d'avoir et affiner nos raisonnements. Ok,
ça, c'était une parenthèse. Pardon, je divague. Non, mais Donc, c'est intéressant, hein, c'est des mm, informations supplémentaires quand même ouais. aussi à apprendre. Donc, voilà. Parce que, encore une fois, ne regardez pas que la bougie de volume Si on ou regarde que ça, que la bougie. D'accord? Vous regardez, si vous devez regarder ces volumes-là à time, d'accord? Regardez-les en adéquation avec les bougies. Ça, c'est la base de la VSA. Ça, c'est Wyckoff, hein, c'est pas nouveau. Hein. Tous ceux qui font du footprint, des choses comme ça, vous regardez à l'intérieur de la bougie. Ok, Wyckoff et Livermore et compagnie, d'accord, à la période-là, ils travaillaient non pas à l'intérieur de la bougie parce que c'était impossible d'avoir les métadonnées comme on a aujourd'hui, d'accord, mais ils travaillaient sur le volume et sur le spread. Le spread, c'est l'écart de la bougie. Parce que c'est comme ça qu'on peut voir des manipulations ou non, si le mouvement est solide ou non, d'accord, et comment le marché a défendu et sur quelle zone. Ok. Donc voilà, donc si je reviens sur notre plan, il va falloir faire attention à la zone par contre des 68 143 qui, elle, est une zone qui potentiellement peut être défendue. Je rappelle, le volume fort qui a été vendu à la baisse, donc ici, il a été pour péter justement cette zone. Donc faites attention à cette zone de prix qui est ici et cette bougie qui vient tout valdinguer. Est-ce que tu penses que c'est pour uniquement pour ça ou est-ce que justement ça peut être aussi une bougie de volume qui a été là pour racheter parce que c'était dans des zones déjà intéressantes? Il y a eu un mouvement fort, d'accord? Ouais. Un mouvement fort, n'oubliez pas. Et ça, c'est la base. Si vous comprenez pas ça, vous allez toujours être à l'envers dans le marché. La main forte, d'accord? Ceux qui peuvent faire bouger les marchés, ils achètent quand vous vendez. Donc, une bougie baissière forte comme ici, avec un fort volume, vous devez, dans un coin de votre tête, de vous dire, et si ce n'est pas les mains fortes qui sont en train d'acheter des positions à des retails, à des gens qui vont paniquer sur la baisse qui est ici, d'accord? Pourquoi? Parce que si eux, ils doivent acheter un marché, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face qui le vende, d'accord? Et comment faire vendre les gens? C'est en poussant des belles petites bougies. Voilà. Donc faites attention quand vous avez une forte bougie avec un fort volume. D'accord? Donc quand les bougies baissent avec un fort volume, pensez que la smart money achète ses positions. Alors c'est pas aussi. Voilà, il faut plus de finesse, plus de détails pour essayer de décortiquer les choses, mais c'est le principe de base. D'accord? Donc dans ces bougies haussières qui sont en train de monter, le marché, eh bien, pensez que la smart money est déjà en train de revendre les positions. Ok, donc ça c'est hyper important. Donc le dernier mouvement là, on pourrait se dire tiens, regarde cette belle bougie haussière là avec ce beau volume ici, c'est que c'est parti, ça va à la hausse. Sauf que derrière le marché va décrocher et tout le reste là c'est l'artefact du week-end, hein, donc ça. Sauf que le marché, tout de suite, il l'a corrigé. Mais on savait déjà ici que les vendeurs s'étaient positionnés. Donc, voilà. Enfin, en lisant un peu de la VSA, vous allez vite comprendre qu'ici, c'était une zone qui était importante à maîtriser et à regarder ce qui se passe. Surtout à cause de ces deux bougies qui sont là, celle-là et celle-là. D'accord? Ici, on voit bien que c'est les vendeurs qui commencent à maîtriser la zone et que voilà, il continue à se placer. Donc de là, de cette bougie-là, du 16 octobre, 14h jusqu'à cette bougie-là, en fait, ils se placent. Et ensuite, ils vont décrocher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce niveau-là? Ça, c'est encore maintenant à décortiquer. Bref, donc pour moi, la zone qui va faire, il va être important, c'est 68-143. Dans cette zone-là, il y a deux possibilités. Encore une fois, on va essayer de la tracer maintenant. A ici, B ici et potentiellement C ici. D'accord? Vous voyez que vous avez encore du temps pour aller matérialiser le point C. Donc ici, c'est hypothétique, ce point C. Mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce que pourrait aller chercher le marché. Je vous ai dit, il pourrait aller chercher la SM autour des 68 045. Et vous voyez que c'est le niveau de prix où on a potentiellement une résistance assez forte à aller passer. Et que si le sentiment est bien de venir corriger ce mouvement précédent, d'accord, alors on pourrait avoir le mouvement qui redescend.
Okay, en pétant cet équilibre-là. C'est pas bien grave de péter cet équilibre pour l'instant, parce que on est dépendant de ce grand équilibre également. Hein, donc A, B, C, et on a fait le D ici, donc on verra où est-ce que le niveau devrait pouvoir être revalidé. Bref, pour l'instant, si on devait faire attention à quelque chose, il y a deux niveaux à faire attention, 66 514 et 68 143. 68 143, si le marché monte au-dessus, on fait attention à la zone ici, 69 424, il va falloir que les volumes soient appuyés, mais pas non plus trop forts. J'aimerais pas avoir de fort volume à la cassure de ces niveaux-là, ce qui voudrait dire qu'il y a une offre résiduelle trop importante. Et si l'offre résiduelle est trop importante, le marché reculera de nouveau pour pouvoir l'absorber. C'est ce qui se passe ici. Ici, le marché a montré qu'il y avait une offre résiduelle trop importante sur ce niveau. Et donc, le marché vient maintenant essayer de l'absorber. Pour l'absorber, ils vont mettre des niveaux de maintien pour pouvoir absorber l'offre. Ils vont venir la tester. Et dans ce test de cette offre-là, deux possibilités. Il n'y a plus d'offre. Et dans quel cas, ils auront absorbé toute l'offre résiduelle et le marché pourra repartir à la hausse. Ou alors, ils rencontrent encore une fois de l'offre forte sur les niveaux. Ils vont devoir continuer le mouvement à la baisse pour absorber ce momentum. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sera toujours comme ça que ça fonctionne. C'est immuable. Vous arrivez à un niveau, il y a un niveau où l'offre résiduelle montre qu'elle est bien présente et trop présente, le marché va devoir ralentir, reculer. Et si l'offre, malgré tout, leurs efforts pour maintenir le niveau, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Ça, c'est de la logique d'intervention entre ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est des niveaux de maintien. Ces niveaux de maintien, c'est pour absorber l'offre résiduelle qui a commencé entre. Je vais le faire en blanc parce que je sais pourquoi en bleu. Voilà, l'offre résiduelle qui est à l'intérieur ici. D'accord ? Ici, le marché a rencontré beaucoup d'offres. Ça a commencé à vider ici et ça a confirmé sur les deux bougies qui sont là, plus celle-là. Donc, c'est celle-là, ces deux-là, pour ces deux bougies-là. Celle-là, c'est elle qui nous rencontre l'offre. L'offre est encore forte. Regardez la différence par rapport aux autres bougies. Hein. C'est encore fort. Celle-là, elle est encore forte. D'accord ? Donc, le marché va venir, alors hormis le week-end, on va venir décrocher sur la zone de soutien. Et ensuite, deuxième étape, on va retester la zone. En retestant la zone, deux possibilités. Encore une fois, des volumes forts. S'il n'y a plus de volume fort, ça veut dire qu'ils ont fait le travail d'absorption et on pourra retrouver un décrochage du marché avec des volumes faibles pour repartir à la hausse et ils auront la confirmation qu'ils peuvent passer la zone. D'accord ? Et ça, encore une fois, il va falloir le regarder au fur et à mesure des heures qui vont s'écouler pour pouvoir voir le mécanisme d'absorption ou non du mouvement. En tout cas, pour l'instant, au niveau de sa structure, on est bien orienté au niveau de la structure. On tient. Les zones de soutien se mettent sur la zone d'équilibre et donc ça, c'est plutôt positif. Et maintenant, juste, je me permets aussi, parce que je crois, alors peut-être parce que je suis fatigué, j'ai mal entendu, mais je crois qu'avant tu as dit 65 614, mais c'est 66 514, c'est bien ça, hein? Oui, voilà. Ça, 66 514. Voilà, juste pour les personnes au cas où, c'est donc des gens qui font que d'écouter et puis qui ne regardent pas le graphe à ce moment-là, comme ça, moi, ils ont le... Voilà, les deux niveaux jaunes là qui sont importants pour moi, d'observer ce qui va se passer sur ces niveaux. Yes. Okay. Ensuite, quand on arrive sur ces niveaux, regardez les volumes. D'accord ? Ça, après, c'est de la VSA, mais donc, si les volumes baissent, décroît dans la montée, c'est pas très bon signe. D'accord ? Si on rencontre une offre d'un coup sur les parties hautes ici, donc là, vous avez une montée, mais sans volume, d'accord ? Des clôtures qui se font comme ça, montée sans volume, c'est-à-dire décroissance des volumes. Et ici, vous commencez à avoir une toute petite bougie ici avec du volume qui commence à monter fort. Pensez déjà à vous dire, ah merde, il y a trop d'offres qui vont reculer. D'accord ? Okay, c'est dans ce principe-là. Ouais. Là, c'est vraiment plus que clair, quoi. Surtout aussi avec les derniers 9 jours aussi qui vont quand même avoir une importance. Donc, si en effet, on n'a pas cette hausse, ou en tout cas, on voit une hausse, mais avec très peu de volume, on a pas mal d'indicateurs différents. Alors oui, ça ne veut pas tout dire, c'est sûr. Mais en tout cas, ça nous donne une vision à court terme, à peu près, où est-ce qu'on pourrait y aller. Et puis, en effet, où est-ce qu'il faut faire attention. Donc voilà, pour l'instant, et en tout cas, on va dire jusqu'au moins au 26 octobre. Hein, donc, voilà, jusqu'à... Je pense qu'on va travailler à l'intérieur ici.
après, il peut y avoir toujours une accélération ou quoi que ce soit, bah, tant mieux. Hein, ça voudrait dire qu'ici sera vraiment le point C et on va pouvoir projeter plus loin. D'accord. Donc A, B, C et continuer notre mouvement, hein, puisque ça, c'est toujours une possibilité aussi. Ouais, vous devez toujours imaginer le scénario comme voilà, si jamais on a la confirmation que ça part plus haut, c'est cette sous-structure qui nous permettrait de continuer le mouvement précédent, d'accord, le mouvement de celle-là, de celle-là. Okay, et là, vous retrouvez de la cohérence. D'accord. Si on reprend donc du point bas ici, on aurait assez de patates pour aller rechercher les 74 000, comme on a vu sur l'autre mouvement. C'est de patate, j'adore. Non, mais comme c'est que de la vitesse qu'on est en train d'évaluer. Hein, donc là, du coup, on a assez de jus, de patates pour aller arriver jusqu'à ce niveau-là. Okay. Si on est descendu jusque-là et qu'on arrive à maintenir le niveau ici, on pourrait retourner chercher 74 000 et pourquoi pas au horizon du 27 octobre. D'accord. On pourrait continuer à pousser. Et ça peut créer de la volatilité aussi. Hein. En tout cas, je pense qu'il y aura pas mal de volume parce que du coup, il y aura peut-être des liquidations aussi à ces prix-là. On fait un nouveau all-time high quand même sur Bitcoin. Mais ça ne veut pas du tout dire, en tout cas dans ces analyses-là, on le voit très bien aussi, que ça ne veut pas du tout dire que hop, on part tout de suite en bull market ou quoi que ce soit. Bien faire attention. Au contraire, ça peut être le début d'un retracement. Mais par contre, je pense que si on atteint en effet une nouvelle cassure d'un all-time high, ça va créer de très belles publicités, beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidation. Et donc, toujours très bien pour tout le monde un petit peu. Hein. Surtout pour les personnes qui sont aussi dans le DeFi, les pools de liquidité, etc. Mais parce que toi, d'ailleurs, petite parenthèse, mais tu fais toujours tourner ta pool sur Bitcoin, toi? Non, pour le moment, j'ai arrêté. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs à faire tourner là. J'en perds un peu moins. Ouais, ok, tu m'étonnes. Entre les options, le court terme, les machins, non, j'ai arrêté. Mais oui, je faisais tourner pendant. C'était assez sympa. Et j'ai bien fait. T'avais un bon prix, hein, finalement, quand tu penses maintenant. Ouais. C'est ça. C'est typiquement quand tu prends pas de perte impermanente, surtout, et puis que du coup, finalement, tu vois grâce au temps. Alors, c'est simple de le dire une fois que le prix a fait son voyage, mais c'est sûr que finalement, tes prix que tu avais un petit peu parlé au tout début de Bitcoin, je me rappelle toujours, je crois que c'était. T'étais autour des 62 ou 66, je ne sais plus exactement combien c'était. C'était un prix qui était intéressant, mais c'était juste après le premier retracement qu'on avait fait le premier all-time high. Et c'est vrai que ça fait peur, quoi. Quand tu vois ces prix-là, tu te dis, 66 000 et tout, prix d'équilibre. Et puis, en fait, voilà, ça fait des mois et des mois et des mois. Si tu ne prends pas de perte impermanente, ou en tout cas, tu arrives à te couvrir pour les chutes qu'il y a eu aussi durant cette période, et que tu te retrouves aujourd'hui à ces prix-là, toujours, c'est là où tu peux, en effet, faire du bénéfice dans les LP. C'est ça. Donc maintenant, imaginez qu'on fasse ce scénario qui est moins drôle, d'accord? Voilà. Où est-ce qu'on pourrait revenir décrocher? Et ici, c'est là où ça va être intéressant, puisqu'on reviendrait travailler juste avant le départ, donc juste dans la zone d'imbalance qui se trouve ici, avec 63 623, et on revient sur la zone qu'on avait définie au tout début, qui était celle-là. D'accord? Celle-là, elle n'a pas... on va dire, on n'a pas pu tracer celle-là à cause des continuations d'ondes, d'accord? Mais si tu regardes maintenant, si on vient marquer le range, la structure là comme une baisse, d'accord? Là maintenant, on part dans le potentiel que ici ça résiste et que les vendeurs maintiennent. Donc là, on a une augmentation du volume dans ce niveau ici, d'accord? Avec des clôtures descendantes après. D'accord, des clôtures qui sont plus basses que la précédente sur ces niveaux-là. Alors, la structure pourrait nous amener sur des niveaux de prix aux alentours de 65 000, voire 63 623. Et là, tu vois que cette correction qui aurait dû s'apporter, puis il y a eu X raisons pour que la continuation se fasse, eh bien, on reviendrait sur cette même zone. D'accord. On aura juste mis un décalage à cause de la continuation d'onde. Un petit peu l'euphorie qui s'est calmée après le week-end. Donc, en gros, on s'attendait à partir de mercredi la correction. Ça a bien eu jeudi la correction. Puis vendredi, ils étaient tout chaud patate pour X raisons. Et puis derrière, le samedi, ils étaient aussi tout chaud patate. Et lundi, ils sont revenus un peu à la réalité. Maintenant, tout dépendra de cette zone-là. Cette résistance 68-143, si elle tient, attention, vérifiez les volumes avec, d'accord? Eh bien, si vous avez cette information, il sera temps, pour ceux qui font des options, vous l'aurez compris, un petit warning, à ce niveau-là, d'aller chercher une petite option tranquillou pour aller acheter un put,
acheter un put, pourquoi pas pour les 63 623, en tout cas pour redescendre sur cette zone-là. Voilà. Donc ça, c'est les scénarios que je vais viser. Je vais regarder chaque jour. Je vais essayer d'ajuster par rapport à chaque élément que chaque bougie de clôture 4 heures va me donner comme information pour pouvoir savoir dans quel plan, est-ce que c'est la continuation, est-ce que c'est l'équilibre, ou alors c'est ce plan baissier qui va s'activer. D'accord ? Donc, et tout ça, je garde toujours mon plan haussier là, ça ne change rien. Hein. Même si on descend à 63 000, moi, ça ne me change que dalle. Hein. D'accord ? Ce plan-là, je vous rappelle, il peut aller jusqu'à novembre, au 13 novembre, et minimum au 31 octobre. Donc, il reviendrait ici, il repartirait à la hausse. Bien sûr qu'il va falloir qu'il accélère bien vite, d'accord ? Mais ce serait tout à fait, on aurait la sous-structure A, le point B ici, le point C là-bas, et ça repart. Bon, là, ça commence à faire beaucoup de tracés. Je vais commencer à enlever. C'est un truc. Bon, tu as quelques traits aussi. Ouais, c'est normal. Ok. Mais bon, j'essaye de voir est-ce que c'est assez clair la manière dans laquelle. Vous voyez que c'est tout est détaillé, il n'y a pas de part au hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de se dire peut-être que j'estime que il va monter jusque. Non. Ce qui était très intéressant, c'est typiquement dans des analyses peut-être plus un petit peu on-chain ou des analyses typiquement qu'on a pu voir souvent aussi avec les whales qui se positionnaient en perpétuel par exemple. On avait énormément de longs qui étaient complètement absurdes, souvent en train d'essayer de se repositionner sur Bitcoin, etc. Puis souvent, on revenait à rechercher cette liquidation aussi avant de peut-être rechercher des points hauts. Puis là, on a eu la même chose autour des 60 à 63 000, je crois que c'était. On a eu des positions qui se sont positionnées de nouveau sur les longs, mais en perpétuel, mais complètement absurdes. On avait énormément. Et donc, du coup, dans la logique, c'était de nouveau, il fallait aller liquider ces longs. Puis je crois que c'était autour des 58 000 où il y avait le plus de liquidation. Et de nouveau, c'était une crainte d'énormément de personnes à ce moment-là. C'était justement mi-octobre, je crois, par là. Et en fait, le marché a fait tout l'opposé de cette crainte que la majorité des personnes avaient parce que ça s'est passé plusieurs fois en fait avant. Et oui, c'est une analyse pertinente que tu peux te dire c'est déjà arrivé plein de fois. Il y a de nouveau tous ces perpétuels en longs qui sont positionnés. On va de toute façon les chercher avant quoi que ce soit. Sur le court terme, en tout cas, ça s'est pas passé. En tout cas, pour l'instant, le marché a fait l'opposé. Il a été vers la hausse et il a donné énormément de profit à toutes ces personnes qui étaient énormément exposées aussi sur le marché. Et ces personnes-là, ils prennent des décisions aussi. Peut-être qu'ils sont en train de prendre déjà du profit. Peut-être que le profit a déjà été pris. Il faut aussi quand même aussi les absorber. Peut-être qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais toutes ces analyses sont en effet intéressantes, mais il faut toujours après les interpréter de sa propre manière pour pouvoir après prendre des choix parce que tu peux pas te baser en effet sur une seule chose ou une seule analyse en te disant c'est ça qui va se passer parce qu'il y a plusieurs paramètres quand même à prendre en considération, je trouve. Puis là, c'est un très bel exemple aussi ce que tu as pu donner, je trouve. Non, mais peu importe après comment vous analysez votre graphique, qu'est-ce que vous mettez dans votre graphique, quel outil, mais vous devez savoir le pourquoi vous tracez un trait. Pourquoi vous allez, qu'est-ce que vous allez rechercher quand vous ouvrez un graphique. Posez-vous la question, mais pourquoi j'ouvre un graphique ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que je veux regarder sur un graphique ? Moi, je sais pas, c'est une bonne question de savoir qu'est-ce que vous regardez sur le graphique. Alors, je sais pas si peut-être qu'il y a des questions sur le niveau de l'analyse, mais je voudrais parler un peu plus dans le trading. Quand vous regardez un graphique, quand vous décidez de faire une analyse graphique, qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que moi je recherche quand je fais un graphique ? Quand si je m'amuse à garder tous mes traits depuis plus de 2 ans pour vous montrer au fur et à mesure la réflexion et ainsi de suite, j'ai pas fait tracer pour tracer, j'en ai rien à foutre. Je trace parce que j'ai un but bien précis. Moi, je pense. Vas-y. Non, excuse-moi, t'avoir coupé. Je pense, c'est littéralement ce que je pense, mais que la majorité des personnes font des analyses techniques ou regardent des analyses techniques pour avoir une réponse sur leur espoir. C'est-à-dire que s'ils sont déjà dans un trade, par exemple, et qu'ils arrivent à trouver quelqu'un qui a une analyse qui correspond à peu près à ce qu'ils souhaiteraient avoir, parce que souvent c'est des souhaits, dans le sens c'est la majorité des personnes, c'est typiquement, je sais pas, j'investis 1000 balles, mon souhait c'est d'avoir 2000 ou c'est d'avoir 10 000 par exemple. Il y a même pas de risk management, c'est un souhait, j'aimerais pouvoir faire un x2 ou x5, peu importe dessus, ou 10%, peu importe.
En fait, de regarder des analyses techniques et regarder des personnes qui peuvent leur dire tu as une possibilité d'avoir raison. Ça, c'est ce que les gens recherchent dans une analyse technique. Je pense que c'est pour leur rassurer que leurs trades en cours, et pas les trades qu'ils vont prendre, sont finalement pas un si mauvais trade. Ça, c'est ce que je pense que la majorité des personnes... Mais globalement, c'est ce que moi je pense aussi. Enfin, ce que je me dis, moi, quand je suis en trade, enfin, quand j'analyse, c'est pour savoir, ok, j'ai pris un trade, est-ce que c'est le moment de prendre mes bénéfices ou de le laisser continuer? Je rappelle que la seule moyen de gagner en bourse, c'est de savoir laisser courir vos profits et réduire vos pertes. Ça, c'est facile à dire, hein, parce que ça, c'est une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais c'est comment je sais dire, comment je peux dire quand, jusqu'où et à quel moment je dois couper ma position, entrer dans ma position. Si j'analyse pas le temps et le prix, je vois pas comment je peux donner, moi, un cadre dans ma tête. D'accord ? Après, vous, je ne sais pas comment vous faites au niveau temporel, de savoir jusqu'où et jusque quand je peux garder ma position. Voilà. Mais pour moi, quand vous regardez un graphique, c'est parce que vous voulez estimer le prix aujourd'hui. Et est-ce qu'il est préférable par rapport à l'unité et à l'horizon de temps que je veux travailler le prix? Est-ce que je vais pouvoir en tirer une revalorisation ou pas à terme? Et je dis bien à terme. Parce que le à terme, il vient des contrats à terme. Quand vous achetez quelque chose, vous achetez une part de Bitcoin, c'est que vous projetez à tort ou à raison un Bitcoin à horizon X à tel prix. Alors après, il y a toutes les euphories. Vous pouvez mettre à 300 000 le Bitcoin dans 10 ans et puis vous le gardez en main. D'accord ? Ça, c'est quelqu'un qui dit, voilà, le prix de 67 000, c'est vraiment ridicule par rapport aux 300 000 où Bitcoin sera un jour. D'accord ? Lui, il va garder son truc. Il doit juste répondre à cette question. Est-ce que tu es prêt à avoir un portefeuille qui varie de plus ou moins 90% dans ces 10 ans, peut-être 2, 3 ou 4 fois, avant d'atteindre les 300 000. Si tu es capable de l'encaisser, c'est bon, c'est pour toi, travaille comme ça. D'accord ? Donc, les personnes, enfin pour moi, en tout cas, quand j'ouvre un graphique, c'est de savoir à quel prix je suis à l'heure actuelle. Est-ce que ce prix est bon marché? Est-ce qu'il n'est pas bon marché? Et c'est un très bel exemple que tu as donné aujourd'hui, parce que typiquement aujourd'hui, même si tu casses en effet les 66 514, c'est pas problématique, mais il faut commencer à réfléchir pour ceux qui sont en train de scalp, s'il y a des positions longues en cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a une possibilité plus grande du coup, juste une possibilité plus grande normalement, qui fait que le prix peut continuer un tout petit peu à sa baisse. Jusqu'à où à ce moment-là? Est-ce que tu prends un stop loss parce que tu dis j'ai cassé ce prix-là? Quand finalement ta tendance haussière est toujours valable. Donc, rien ne change. Donc, de nouveau, comme tu dis, ton laps de temps dans l'analyse est extrêmement importante, parce que la position où tu es longue, elle est déterminée en rapport avec le temps aussi. Parce que si tu ne prends pas le temps en compte, en fait, ta position que tu as en longue, là en l'occurrence, qui casse 66 514, puis que du coup tu dis je prends mon stop loss là parce qu'après, je ne peux pas me permettre de prendre encore un moins 5% sur le marché, peut-être que c'est moins 5% que tu prends, peut-être que tu acceptes du coup de hold en tant que PNL négatif, c'est parce que tu as toujours cette tendance haussière en vue en fait. Et je pense que c'est hyper important en effet de bien comprendre ça, quoi. Pour moi, là, dans ma stratégie, admettons, je suis prêt à acheter du Bitcoin parce que j'ai à l'horizon de temps du 30 octobre, voire au maximum au 14 octobre, je pense pouvoir revaloriser Bitcoin à 74 000. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je l'achetais aujourd'hui à 67 000, je pourrais faire un delta entre 67 et 74 000. Si je vais l'acheter peut-être plus bas parce qu'il devrait corriger à 63 000, si c'est toujours et que ça ne change pas mon plan, c'est encore mieux pour moi. Parce que s'il vient chercher 63 000 et que les 74 000 sont toujours valorisables, alors ce sera bon. Pourquoi je mets des lignes de force? Parce que tant que le prix suit sa ligne de force, je sais qu'il est dans le bon tempo pour le faire. Mais s'il ne le suit plus, eh bien, c'est qu'un mode espoir d'aller chercher 74 000. Alors, bien sûr qu'il peut le faire, mais ça veut dire il peut le faire, c'est un mode espoir. Ou j'ai une possibilité de manière visuelle de voir que le prix est toujours en train de suivre la bonne tendance pour aller me projeter le prix,
ça va. Et vous imaginez bien que s'il vient rechercher plus bas, on va quitter ces lignes de force. Donc, il y a un risque. Okay, mais encore une fois, c'est les lignes de force de la sous-structure baissière qui vont me guider. Est-ce que maintenant, ça s'arrête et que ça reprend une certaine dynamique? Et c'est la reprise de cette dynamique que je vais suivre. Toujours en gardant mon plan à 74 000, mais là, donc, si j'essaye de dessiner un peu ce que je suis en train de vous raconter, si on imagine qu'on part à la baisse en faisant ça, et que ici on trouve le point d'entrée des 63 000, d'accord? Et ici j'ai cette information, il va repartir avec une zone d'équilibre, comme ça, mettons, d'accord? Et on repart. Je serai en retard par rapport à ces lignes-là. Mais lui, sa structure, ici, en A, B, C ici, d'accord, va me donner des targets que je peux déjà valoriser ou pas, une sous-structure qui pourrait retravailler, repartir, d'accord, et ça va me permettre de continuer à, je ne vais pas dire espérer, mais en tout cas de travailler le prix jusqu'à sa valorisation maximum. Et sa valorisation maximum, elle est timée dans le temps et au niveau du prix. Okay, je viens et je dis, OK, là, je suis prêt à acheter à ce prix-là parce que je pense revaloriser à ce prix. Okay, pour moi, c'est une grande différence. Et c'est pour ça que dans mes plans, et vous voyez que sur mes analyses que je vous fais, vous aurez toujours un plan qui est timé au niveau de la date et du prix, avec des vitesses. Parce que c'est que comme ça que je peux me dire si je peux aller valoriser jusque là-bas ou je ne peux plus. Et dans ce cas-là, il faut peut-être que je quitte le navire avant. Si les lignes de force ne sont plus suivies, ben voilà. Alors c'est sûr que quelqu'un qui a une horizon de temps plus longue, ben lui, c'est pas grave que ça descende tout ça. Tac, 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 tac. D'accord? Si lui, ça ne le gêne pas ici, ben moi je trouve que ici, ça me gêne de ne pas, de garder mon portefeuille entier. Hein, des investissements, tu es bien obligé. D'accord? Mais en tout cas, est-ce que j'ai encore de la liquidité? Parce que pour profiter de ces points bas, à un moment, puisque si j'ai toujours foi dans mon analyse, je sais qu'ici, tant que je reste dans l'équilibre là, je sais que ça peut repartir à la hausse. D'accord? Donc pour le moment, tous ces prix qui arrivent dans cette zone-là m'intéressent. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je projette? Je projette, j'ai dû la supprimer, la toute grande qu'on avait fait tout à l'heure, à horizon 2025, décembre 2025, voilà ce que je projette, 103 000 ou 85 000. Donc à 52 000, aller chercher 103 000, c'est avec ce point-là que je le vise. Donc ici, forcément, il m'intéresse pour horizon 2025, fin 2025. Okay, j'ai toujours un timing. Si vous me dites, tiens, tu achètes, mais pourquoi tu l'achètes? Je vous dis, ici, à cet endroit-là, avec l'analyse que j'ai faite, je l'achète à ce prix-là parce que je peux projeter 103 000. Bien sûr que vous allez me dire, ouais, mais il va être à 500 000. M'en fous, j'en sais rien. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est de manière factuelle, avec les structures et ce que je vois, ça peut aller jusque-là, dans ce temps imparti. Donc, ce prix-là m'intéresse. Donc, je regarde un prix et j'essaie de voir si ce prix est intéressant par rapport à la projection du plan que je peux faire. Et donc, c'est un estimatif, d'accord? Quand vous faites une affaire avec quelque chose, vous n'êtes pas sûr de sa réussite. Vous prenez un risque. Ce risque, il est calculé. Donc, prenez un risque. Donc, quand j'achèterai, admettons, à 52 000 ou à 54 000 le Bitcoin, pour aller chercher 103 000 dans ma tête, je prends un risque, évidemment. Ce risque, il est calculé par rapport à mon portefeuille, par rapport à mes liquidités restantes. Je calcule le risque. Tout le monde, on ne réussira pas toutes nos affaires. D'accord? Il y aura des affaires, ça va capoter. OK. Le risque, là, j'ai assumé, je le prends et puis terminé. Ou alors, je commence à sentir que l'affaire va être mauvaise, je la quitte avant de perdre de l'argent. Vous faites ça tous les jours, tout le temps. Pourquoi vous ne le faites pas avec du trading? Pourquoi vous ne le faites pas en investissant? D'accord? Quand vous allez chercher quelque chose à revendre, des fois, vous allez dire, tiens, ça, j'ai le nez fin, je peux l'acheter à ce prix-là, je le revendrai à ce prix-là. Vous allez trader, vous allez commercer, vous allez acheter quelque chose, revendre plus cher. Peut-être vous vous plantez, vous pensiez que c'était l'idée du siècle, et en fait, au final, ce n'est pas l'idée du siècle. Ce que ça devait vous apporter, ça ne l'apporte pas. Et en plus, vous avez dû mettre des deniers de votre poche pour lancer l'activité. Bon, ce n'est pas grave. C'est un échec, mais ça ne doit pas vous tuer.
D'accord? Au contraire, faut rebondir, il faut retravailler son truc. Mais vous savez l'estimer et le voir. Vous n'êtes pas en mode euphorique, ça y est, ça peut aller jusque-là. Arrêtez de vous laisser endoctriner par je ne sais combien de crétins sur les réseaux, sur les machins et tout ça, qui vous donnent et qui vous disent tout est facile. Moi, ça fait 15 ans que je suis en bourse, il n'y a rien de facile en bourse. Hein. Il n'y a rien de facile en bourse. C'est de l'espoir, du désespoir, c'est du mental, ça fait mal, mais on continue et on avance. Parce que, oui, la majorité de vos analyses et de vos coups de poker ou de la manière dans laquelle vous allez investir, vous allez perdre de l'argent. Et puis, il y a 2-3 bonnes actions où ça vous fait partir et vous êtes bien. Et au global, vous gagnez de l'argent. C'est uniquement une question de nouveau de probabilité. C'est-à-dire que si demain, on te dit 60% du cas, tu vas gagner et 40% des cas, tu vas perdre. Et que tu peux miser de l'argent, sur le long terme, de toute façon, tu gagnes normalement. Sauf si tu joues très mal avec ton risk management, puis que tu prends trop de risques et que tu te retrouves avec plus de cash flow et donc du coup, tu as eu cette malchance et que finalement, tu perds. Mais en fait, si demain, on te propose, par exemple, je vais donner un exemple, on te dit, tu as une chance sur 10, tu as 10% de chance de faire un x20 sur ton investissement. Tout le monde devrait pouvoir dire « j'accepte maintenant ». Tout le monde devrait pouvoir le dire. Il n'y a pas une seule raison mathématique qui te dit « je refuse ce deal parce qu'il est trop haut, il y a 9 chances sur 10 que je perde ». Oui, c'est 9 chances sur 10 que tu perdes, ça c'est tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ce que tu gagnes, c'est 20 fois ta mise. Donc du coup, tu dois au moins mettre quelque chose. Même si c'est 0,1% de ton capital, peu importe. Mais tu dois mettre quelque chose là-dedans parce que tu sais que ta probabilité elle est plus grande de gagnant. Si tu pars souvent là-dedans, tu sais que mathématiquement, tu peux gagner. Tu dois juste faire en sorte que ce que tu mets dedans, tu sais exactement ce que tu perds, mais tu sais ce que tu as en retour. Les plus grands traders, ceux qui ont fait des plus gros trades dans l'histoire aussi, le disent souvent, c'est bien savoir ce que tu gagnes, mais surtout mieux comprendre ce que tu es prêt à perdre. Parce que c'est ce que tu es prêt à perdre, c'est ton travail, quoi, finalement, c'est ton bankroll. Et c'est ça qui est vachement bien avec les options, c'est que tu calcules toutes ces probabilités. Elles se calculent automatiquement par rapport au niveau de prix des machins que tu vas faire, par rapport au strike que tu vas avoir, puisque les fournisseurs de liquidités font ces calculs-là. Et donc, ça fait partie inhérente du truc. Alors, vous allez avoir des ratios à 33% de chance, mais vous allez gagner 1 x 7. D'accord, à 33% de chance. Vous le jouez, vous ne le jouez pas. Mais bien sûr, vous le jouez. C'est une question de probabilité. D'accord, en option, avec les options, vous avez, avant même d'ouvrir, vous pouvez dire, voilà ce que je gagne maximum si mon plan se fait exactement comme j'ai dit, et la probabilité que ce plan se réalise est de 33%. Généralement, moi, c'est ce que je vise. 33% de mes plans, 33%, et je vais avoir des ratios de 3 à 7, voire suivant l'échéance, qui vont monter un peu plus. Mais ça, c'est dans les options. Ça, c'est une autre parenthèse. Mais je suis d'accord avec toi par rapport à ces probabilités, et c'est que ça. Alors, tous ceux qui vous disent « Hey, jeune trader, je vais te montrer le secret pour gagner », et le bordello, il a 25 ans, il a 22 ans, je sais pas, mais courez, si vous êtes encore derrière eux et que... moi, je m'en fous. Moi, j'ai rien à vous vendre pire que ça. Moi, c'est que de l'expérience de vieux briscard qui a pris des coups dans la gueule, qui a pris des... franchement, le trading, il n'y a rien de simple dans le trading. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de machin. Il n'y a que des cabosses, des blessures, et qui font que vous avancez et que vous vous dites, OK, là, c'est pas passé sur cette stratégie-là. Voilà, je change pas de stratégie. Ma stratégie est toujours la même. On se développe, on accepte, on apprend à lire. Plus on descend dans les unités de temps, plus il faut être précis sur les volumes, les machins, tout ça. Mais c'est jouissif, d'accord ? C'est difficile, mais c'est jouissif. Mais je suis pas en train de dire que vous allez gagner tout le temps ou que je gagne tout le temps. Il y a des semaines, des mois où je prends mes claques dans la gueule parce que il y a d'autres paramètres que je maîtrise pas, qui sont dans de l'ordre de l'émotionnel, de l'humain, du crétin qui clique sur le bouton alors que tout est voilà, parce que c'est de l'humain. Mais tous ceux qui vous disent c'est facile, vous gagnez 100%. Et alors j'ai encore eu une pub là d'un truc, c'est pour ça que je l'ai dit. J'étais au chiottes quand je regardais mon téléphone portable. Et j'ai cette pub-là, elle m'a aidé à chier, si tu veux. Donc ça, mais
un mec qui dit, voilà, le gars, c'était un place 45, 50 ans, non, 54 ans dans la pub. Le gars, il avait 54 ans et que c'était un promoteur immobilier. Vous comprenez que dans l'immobilier, ça va mal en ce moment, blablabla. Mais je me suis mis dans le trading, j'ai rencontré Pierre, il s'appelle le gars. Pierre, le gars, il a 26 ans. Et en une semaine, il m'a fait gagner de l'argent en bourse, nanana, et il monte les comptes. Voilà combien j'ai gagné, tac, 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 tac. Non, mais où je suis con depuis 15 ans, parce que jamais je gagne en une semaine ce que lui a gagné. On est tous cons, comme ça. Alors, sans comprendre, enfin, sans comprendre plus que ça. Alors, j'ai joué le jeu. Alors, j'ai été voir Pierre, tu vois. Je n'ai pas lui jeter la pierre à Pierre, tu vois. J'ai dit, à un moment donné, je vais voir le truc. Bon, ben voilà, déjà, il te demande ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ton machin, c'est ça. Bon, ok. Et puis, tu as sa vidéo gratuite. Sa première vidéo gratuite qui va te dire, voilà, bon, le mec, il fait du chartisme. C'est des trucs revus et revus. Et enfin, si avec ça, tu gagnes ce que le gars, il a gagné. Oui. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être crédule. Enfin, je ne sais pas moi, comment les gens ils peuvent encore faire pour payer des trucs pareils. Parce que c'est de l'espoir, c'est la simplicité de l'espoir. C'est du moment, et puis je pense que on l'a remarqué d'ailleurs. On a aujourd'hui, je pense vraiment, la preuve que du moment que tu dis aux gens, si vous voulez réussir, en gros, il va falloir bosser, il va falloir passer des semaines, des mois, si ce n'est pas des années, ce qui a été le cas pour beaucoup de personnes aujourd'hui, pour mieux comprendre déjà le marché, mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire, pour finalement comprendre quoi, pour uniquement comprendre que, comme dit Zach, il faut juste mettre les statistiques de son côté et un bon money management. Et c'est vrai, c'est vraiment ça en fait. Mais comment faire pour avoir les statistiques de son côté, premièrement, et comment faire pour pouvoir bien gérer son risk management avec les émotions et tout ce bordel. Et il y a plein de choses en effet qu'il faut prendre en considération. Mais je pense que le déni, c'est quelque chose exceptionnel dans le milieu de la finance. Et je pense que tout le monde est passé par le déni, par soi-même devant l'écran. Et beaucoup de personnes vivent là-dedans, en fait. Ils sont dans le déni constamment et ils souhaitent un jour quand même réussir à se dire peut-être que je vais quand même trouver cette simplicité pour pouvoir gagner de l'argent facile et rapidement. Il faut quand même imaginer qu'en face de toi, tu as quand même des comptes, des algorithmes, des JP Morgan, des BlackRock, des mecs où c'est leur job à plein temps, c'est leur métier, le machin. Et toi, tu penses qu'avec la bite et le couteau, tu vas comme ça réussir. Non, mais à un moment donné, il y a des gens, ils ont fait des études pendant je ne sais combien d'années pour investir et faire des algos, des machins, essayer ça. Et toi, tu as 1 an d'expérience ou 6 mois d'expérience, plus ou moins positive ou négative, et tu crois que la personne qui a 22 ans, le mec qui a 25 ans, alors lui, ce Pierre, il a 26 ans, il a 8 ans d'expérience. C'est génial. Je dis pas que c'est pas possible. Des génies, il y en a partout. Mais quand on a 95% des traders particuliers qui perdent de l'argent et quand on voit le nombre de personnes qui ont l'astuce, le secret, le machin, à un moment donné, on arrête d'être con, d'accord ? On a la réalité, le terrain il fait mal, le terrain on l'apprend, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de formule magique, parce que si les formules magiques existaient, ça se saurait, d'accord ? Sur les 100 dernières années, des mecs qui sont hyper calés et qui ont étudié le graphique, ils ont étudié le mouvement, la psychologie des foules, la psychologie des mouvements. Et là, vous avez, moi, les courants qui m'ont, on va dire, appris ce que je comprends du marché, c'est Osoda avec l'Ishimoku, la manière dans laquelle il a représenté le marché, Steinmeier avec la manière dans laquelle il a représenté le marché, et Wyckoff avec la manière et les concepts qu'il a émis du marché. Cause à effet, l'effort et le résultat, d'accord ? C'est ces concepts-là. Et c'est ça qui fait le tout aujourd'hui de mon trading. D'accord ? C'est ces connaissances-là, des mecs qui ont étudié ça dans les années 30, après les cracks boursiers, après les machins comme ça. Donc, ils ont étudié ça, ils nous ont montré des voies, ils ont écrit des livres là-dessus.
Alors, des livres que tu retrouves des années 30, des machins comme ça. C'est là où tu fais ta propre recherche. Pas qu'est-ce qui existe que le mec, il a rabâché. Le mec, il a 6 mois où il trace des traits pour faire du chartisme ou du machin. Ça y est, croisement de moyenne mobile et du machin. Tout le monde dit la même chose. Et c'est facile à le redire. Mais pourquoi toi, t'es plus stupide que l'autre, qui voit ces croisements de moyenne mobile, tu sais quand le RSI est en sur-régime, tu sais quand il y a une divergence cachée, machin. Enfin, à un moment donné, ce qui est qu'est-ce que t'en fais de l'information? Pour moi, c'est qu'est-ce que t'en fais de l'information? Bien sûr. Mais ce qui est incroyable, c'est que justement les personnes, ceux qui gèrent vraiment le marché, ceux qui bougent le marché pour aller chercher ces liquidations, ils savent exactement ce que les gens sont en train de faire. C'est ça qui est quand même, je trouve, juste fascinant dans ce milieu, c'est qu'ils ont toutes les données, ils savent ce que les gens sont en train de regarder sur Internet, ils savent quelle sorte de formation les gens suivent. C'est pas des gens qui sont là en train d'essayer de gagner 2-3 millions. C'est des gens, ils sont en train d'essayer ils gèrent le marché financier sur lequel ils sont en train de détruire des millions de dollars tous les jours sur les marchés. J'ai même pas les chiffres en fait devant moi. Et ils ont des données aujourd'hui qui sont tellement pertinentes que ils peuvent se permettre de dire à ces gens-là, mais donnez-leur de l'argent. Payez-les avec leur mobile, payez-leur avec le RSI, payez-leur avec leur manière que tout le monde apprend, en effet, du côté très basique. Et puis comme ça, en fait, quand tu nourris quelqu'un qui a très peu de connaissances, mais qui a l'impression que c'est simple, c'est la meilleure manière pour pouvoir faire en sorte que cette personne prend beaucoup plus de risques. Et donc, du coup, va mettre encore plus de liquidité. Donc, tant que tu peux les payer, tant que tu peux les nourrir, même s'ils sont gagnants 80% du temps sur le marché, mais c'est bien. Je suis quasi certain même qu'il y a une philosophie derrière là, tout ça, parce que c'est la meilleure manière pour faire en sorte que ils vont rentrer dans quelque chose où, il y a un moment donné, il y a trop de liquidité. Il y a un moment donné où eux, ils savent, c'est maintenant qu'on doit chercher un petit peu de liquidité parce qu'ils sont trop positionnés. Hop, ils les ont chopés une fois. Hop, bon, bah, c'est arrivé une fois, les gars, c'est pas grave, tata. Il y en a des qui sont liquidés à 100% pour X raisons, parce qu'ils étaient beaucoup trop exposés, etc. Ils ne reviennent plus jamais sur le marché financier. Tu as plein de formateurs qui partent, etc. sûrement. Et c'est comme ça toujours, je pense. Les cycles se tourneront constamment et puis ils gèrent ces données parfaitement et puis en fait, ils les payent. Et puis une fois par mois, une fois par semaine, une fois par année, peu importe. Ils vont aller choper leur argent à un moment donné, ça c'est sûr. C'est ça. Donc après, quand tu sais ça, allez chercher l'outil qui répond à votre questionnement. Allez chercher l'indicateur, les trucs. Ils existent, c'est pas révolutionnaire, mais qui vous apporte la réponse. Quand vous voulez savoir à quelle date vous devez intervenir, jusqu'où vous pouvez aller, quand vous voulez savoir, tiens, mais quelle est l'activité des acheteurs et des vendeurs sur le marché? Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je fais pour aller trouver cette information? Alors, vous pouvez aller dans du détail avec le footprint et le machin. Moi, j'ai testé un footprint, mais c'était pas possible. J'ai failli avoir une crise d'épilepsie avec ces conneries-là. Ça part dans tous les sens. Ah oui, tu vois des trucs, tu vois, mais c'est tellement nerveux. Mais je sais pas comment les gens ils peuvent rester là-dedans sans faire une attaque. Donc c'est quelque chose qui, je ne dis pas que ça n'apporte pas quelque chose. C'est quelque chose très certainement qui apporte à ceux qui maîtrisent les choses. Mais moi, j'étais incapable de me donner la motivation d'apprendre, pourtant j'en ai appris des outils, d'apprendre ça parce que je sais que ça ne me correspond, mais pas du tout. Donc, comment je vais trouver l'information? Et comme vous savez que moi je suis un vieux modèle, je préfère aller chercher l'information dans le volume de manière beaucoup plus classique. Et encore, quand je dis classique, c'est perdu parce que si je dis aujourd'hui qui connaît ICT, d'accord? Tu as quasiment 100% des personnes qui vont te dire moi je connais. Si je te dis du volume spread analysis, si tu en as 10 qui vont te dire je connais, c'est beaucoup. D'accord? Mais c'est pas grave. Si moi je commence à démocratiser le truc, au fur et à mesure, ça va faire un boule de neige et qu'il va y avoir dans 6 mois, tout le monde va faire de la VSA. D'accord? Alors que la VSA, elle existe depuis Williams. Donc elle existe depuis les années, on va dire, travaillée dans les années 80. Wyckoff et Livermore et compagnie utilisaient déjà ces concepts. Pas de la même manière qu'on va utiliser la VSA, mais ces concepts étaient déjà su et déjà utilisés. Mais aujourd'hui, c'est pas dans l'air du temps, parce que maintenant, on est dans l'empreinte avec le footprint, les machins comme ça, mais moi, tu vas mourir quand tu fais ça. Par contre, la VSA,
Alors, ça met du temps pour la maîtriser et la travailler. Mais là, tu commences à comprendre comment c'est en train de se faire, comment ça manipule les marchés. Et là, tu vois des choses. Et de plus en plus, tu vois qu'on commence à avoir cette subtilité de compréhension du mouvement qui va se retourner sous l'impulsion vraiment des mains fortes. Et comment ils masquent leurs mains. Et là, ça commence à être beaucoup plus clair. Donc ça, c'est intéressant parce que ce que j'ai été chercher dans le footprint, à quelque part, c'est justement de comprendre comment les acheteurs se font absorber, comment les vendeurs se font absorber. J'ai dit, c'est pas pour moi. J'ai trouvé une autre méthodologie qui pouvait m'apporter cette réponse au travers la VSA. Et moi, il faut que ce soit calme dans les choses. On fait de la VSA sur du 1 minute quand même. C'est calme, mais il faut quand même que ça tourne là-haut. Mais ça répond au questionnement que j'ai été chercher. Question que je me suis posée. Ne suivez pas quelqu'un parce qu'il vous dit qu'il a une formule secrète. Suivez quelqu'un parce qu'il a la possibilité de vous offrir une connaissance que vous avez besoin dans votre questionnement. Si vous n'avez pas de questions et que vous suivez bêtement, vous ferez partie de tous ces pigeons qui vont croire à la phrase secrète qu'il y a dans le marché. Il n'y a pas de secret. Il y a juste la manière dans laquelle vous allez utiliser les outils et les interpréter pour pouvoir réussir votre compréhension de l'instant du marché. Donc, ça va être important parce que vous allez prendre toujours la décision sur l'instant, toujours sur la bougie en cours, que vous fassiez du mensuel, que vous fassiez du daily, que vous fassiez de l'intraday, que vous fassiez du scalping, c'est toujours une putain de bougie en cours. Donc, vous ne savez pas ce qui va se passer après. Vous pouvez estimer ce qui s'est passé avant, mais vous ne pourrez pas, vous devez prendre votre décision toujours sur l'instant. Comment l'instant, c'est ce mouvement et entre acheteur et vendeur, entre l'offre et la demande. C'est ça le moment. C'est pour ça que je revenais sur qu'est-ce que c'est que l'offre et la demande et comment je peux visualiser les choses de manière claire, sensée, que je comprends. C'est ça, que je comprends. Donc, et tous les outils qu'on va utiliser, si tu ne les comprends pas, ça ne sert à rien. Donc, passe ton chemin et trouve quelque chose qui parlera et qui te parlera et qui te donneront une réponse à ton questionnement. Pour moi, c'est la base même de l'analyse technique, du graphique. Il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi aussi. On peut en parler pendant très longtemps, bien sûr. Et c'est le côté des stop-loss, en fait. Parce que l'order book, en effet, est manipulé. Mais par contre, le stop-loss, il est visuel. Il n'est peut-être pas toujours visuel en avance, mais il est visuel quand il a été déclenché. Je m'explique dans le sens que quand le marché, par exemple, il chute devant tes yeux, là, par exemple, en 1 minute, puis tu vois qu'il est en train de faire il va faire un 0,5%, par exemple, sur Bitcoin, puis il chute plutôt fort, puis que tu as des gros paquets de ventes sur les derniers points bas. C'est la majorité des fois, ça reste quand même des stop-loss, c'est pas spécialement des personnes qui sont en train de short le marché, dépendant d'un certain mouvement que tu peux voir d'avant. Donc, quand tu vois, par exemple, des supports, quand tu vois des prix où tu te dis, là, c'est des zones, il faut commencer à faire attention, puis tu commences à les break, etc. Et que juste en dessous de ces prix-là, tu as beaucoup de ventes, tu peux en tout cas prédire que la probabilité est beaucoup plus grande que c'était une personne qui a été stop-loss qu'une personne qui est en train de short le marché. Si je dis pas de bêtises. Mais j'aimerais bien une fois aller vraiment plus dans la réflexion de ça et de voir à quel point est-ce qu'on peut déterminer ou genre presque mettre genre ça c'était un stop loss, ça c'était un short, façon de parler, et vraiment aller déterminer en effet comment est-ce qu'on peut avoir un certain pourcentage dans une certaine zone de là on a eu en effet beaucoup plus de stop loss et puis ça peut être une zone du coup qui va commencer à nous intéresser parce qu'on voit mettons un ralentissement sur le marché ou quoi que ce soit. C'est moi les stop loss m'intéressent vraiment beaucoup sur le marché. Pour moi les stop loss déjà savoir où placer, quand placer son stop loss parce que le stop loss c'est la sécurité, c'est la ceinture de sécurité. Tu vas pas rouler, tu peux rouler ta voiture sans sécurité, sans ceinture de sécurité, ok? Tu te prends un pet. Ça risque de plus être la même histoire. La ceinture de sécurité t'empêche pas de rouler. Okay. Maintenant, il y a un problème, c'est que mettre un stop loss sans comprendre, parce qu'on est d'accord que c'est ni toi ni moi qui faisons bouger le marché. Et mon stop loss changera rien. C'est pas mon stop loss qu'on vient chercher.
Ils n'ont rien à foutre de mon stop loss à 100 balles ou 200 balles ou ne serait-ce que même 500 balles. Et soyons fous, 1000 balles de stop loss, ils en ont rien à carrer d'aller me chercher mon 1000 balles à moi. Hein. Enlevez-vous de ça la tête, vous n'êtes plus le noyau vous n'êtes pas le centre du monde, c'est pas vos 1000 balles. Ils cherchent des millions pour positionner leur position. Pourquoi ils vont chercher les stops? C'est qu'ils doivent exécuter des ordres à ce moment-là pour mettre, s'ils vont chercher des stops vendeurs, c'est parce qu'il faut que derrière, ils achètent le marché. Et ils ont besoin pour acheter le marché que des ordres vendeurs se soient sur le board. OK? Et pas ton 1000 balles, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils doivent placer des ordres, c'est la question de millions. Donc, ils vont placer à des endroits. Sauf qu'effectivement, tout le monde a expliqué aux gens comment placer sous le dernier creux le stop ou 2 derniers creux le stop. D'accord? Donc, on a expliqué aux gens comment placer les stops de manière graphique, de structure. D'accord? Comme ça, tout le monde sait faire. Il n'y a rien de plus simple. Là, je te dis, où est-ce que tu vas placer le stop? Au 10-10, ici. D'accord? C'est le dernier creux. OK? Bon. Ça, c'est le premier point. Donc, moi, si je dois placer un stop, il faut que je place un stop où je sais que les mains fortes se sont positionnées pour défendre cette zone. Si la main forte ne s'est pas positionnée, j'ai beau mettre mon stop, dire les gars, vous inquiétez pas, je vous sécurise. Ça ne va pas marcher. Hein. Direct, je vais prendre ma claque, mais ça ne va pas marcher. Par contre, s'il y a un niveau que le marché a défendu, et qu'il y a encore des acheteurs sur le niveau, même si les vendeurs vont essayer de frapper le niveau, tant que ce niveau est toujours sous contrôle de la demande, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que mon stop, il ne sera pas éclaté. OK? Même s'il est sous un creux, même s'il est machin, c'est parce qu'il est défendu par la main forte. Et ça, c'est la vérité. Si tu viens te dire, je mets sous un creux, je mets sur ce machin-là, je mets à cet endroit-là, et que tu ne sais pas dire, est-ce qu'à cet endroit-là, il y a de la main forte sur ces niveaux ou non, ne place pas ton stop. Tu vas te faire tuer. D'accord? Donc, encore une fois, la vraie question est, comment je peux voir que c'est de la main forte, de la monnaie intelligente qui vient de se positionner? Alors, dans ce cas-là, je peux me positionner. Et dans quel sens ils vont aller? Et dans quel cas, alors, je veux bien me positionner avec eux. Moi, je ne peux pas changer le marché, mais je peux le suivre. D'accord? Je n'ai pas les mêmes fonds que eux. Mais mon petit denier, je peux le mettre au même endroit qu'eux. Ah oui, c'est con. Mais si toi, tu n'as pas la possibilité de faire bouger le marché, mets-toi avec ceux qui ont la possibilité de faire bouger le marché. Ne te mets pas contre eux. On va pas faire le malin très longtemps. Si tu te mets contre eux. Donc, tout l'art et la manière, c'est de savoir, où sont positionnés les mains fortes, donc niveau institutionnel, où sont positionnées l'activité actuelle de la main forte par rapport à mon horizon de temps. Et évidemment, si je suis sur un horizon de temps 1 minute, le niveau où la main forte se positionne, revend et tout ça, il est rapidement changé. Il change constamment, ouais. Ça va changer constamment. Donc, il faut que je m'adapte constamment. Si je suis sur des unités de temps daily, weekly, je regarde où la main forte entre sur le daily, weekly et je me protège sur ces niveaux. D'accord? C'est des horizons beaucoup plus longs. Et alors, la vraie question est trouver un outil qui vous permettra de dire où se trouve la main forte et la main faible. Et ça, c'est l'essence même du travail du stop. Je parle bien pour le stop. Ouais. Bien pour le stop. Je dis, il faut se protéger là où les autres défendent. Si tu te protèges là où les autres ne défendent pas, t'es du pipi. J'ai envie de dire, tu viens taper ton. Même si tu as mis 1000 balles de stop, il n'en a rien à foutre. Ça va traverser comme dans du beurre. Même pas la bougie, elle va faire un yo-yo au-dessus. Machin. Par contre, quand des bougies viennent taper des zones et que ça repart comme des balles derrière, je peux te dire que. Ou alors une toute petite bougie et tu as un putain de volume qui vient et que la bougie, elle ne bouge pas. Je peux dire qu'il y a de la liquidité qui rentre, mais pas des stops. Ça envoie du lourd, ça veut dire que ça, c'est protégé. Ça envoie, parce que ça rentre dans le carnet d'ordre des ordres limites pour éviter les frappes. Et tout ce qui est frappé au marché n'arrive pas à faire descendre le marché. C'est ça la réalité. N'oubliez pas que quand vous regardez un graphique, quand vous regardez une bougie, quand vous regardez un volume, vous regardez un carnet d'ordre où il y a eu une action entre des acheteurs et des vendeurs qui ont
acheté ou défendu une zone, qui ont peut-être un sentiment de vouloir faire descendre la zone et qui ont rencontré une demande beaucoup trop importante pour descendre. Et ils ont dit, OK, on ne peut pas. Et ça remonte. Je veux dire, à un moment donné, si toi, tu mets la pièce dans le jukebox, enfin, dans la machine à sous, tu veux que, à un moment donné, si tu vois que ça ne marche pas, tu vas arrêter. Tu attendras le prochain mouvement et puis je vais voir si je peux me repositionner mieux que ça. Mhm. Et c'est que ça. Et quand vous tradez, là, je prends vraiment dans le trading, quand vous tradez, vous devez constamment savoir où il se positionne. Parce que si vous ne savez pas où il se positionne, vous allez vous faire tuer. Et c'est pas parce que tu sais où il se positionne que tu vas pas te faire tuer. Parce que souvent, tu vois une grosse activité, sauf que quand il y a un plus gros qui arrive encore au-dessus et qui lui a décidé que ça va descendre, ils vont les absorber. Et bam! Et là, tu vois un joli combat, puis à un moment donné, il baisse les armes, et là, tu sais que t'es mort. T'es mort. Sors avant de prendre ton stop, parce que tu vas te le prendre plein de gueule, même si, oui, mais il y a une heure, ils étaient positionnés là. Ouais, sauf qu'ils viennent te montrer qu'ils ne défendront plus la zone. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est tout l'art de la lecture. Et la VSA, c'est la nature même de la VSA, ça. Ouais. Alors ça, j'ai énormément de questions aussi une fois là-dessus, et puis on pourra peut-être même faire ça avec des exemples et tout, ça peut être assez sympa. Moi, j'ai juste un petit souci pour ce soir, c'est parce que du coup, j'ai toujours mes problèmes techniques. Je suis bloqué en gros avec 2 écrans qui sont figés. Je peux aller j'arrive de temps en temps, sur tous les 15 minutes, j'arrive à cliquer sur un autre onglet, mais là, tout est freeze en fait. Donc, j'ai mon chat, j'ai Melon Up et j'ai Twitch. Donc, je peux pas aller chercher pour un raid, mais je peux normalement dans le chat mettre un raid. Donc, si vous avez quelqu'un prêt à conseiller, avec grand plaisir, parce que du coup, je peux pas aller regarder pour qui que ce soit. Et donc, du coup, je peux non plus pas faire pour le Nightbot, malheureusement. Donc, je propose qu'on fasse le giveaway, parce que tous les mardis soirs, on offre quand même un giveaway. Donc, soit on peut faire un truc demain sur Discord, éventuellement, parce que tous les mardis, on offre du coup 1 mois d'abonnement dans notre club. Normalement, c'est 35$, et puis vous avez la chance de pouvoir gagner justement 1 mois gratuit ici dans le chat, tous les mardis soirs, gratuitement. Mais je propose que je fasse un truc peut-être demain sur Discord. Je ne sais pas encore quoi, mais il y aura un truc sur Discord. Peut-être qu'on fera le tirage au sort d'une certaine manière, peut-être qu'on pourra voir. Je vais voir comment, mais on trouvera sûrement quelque chose. Mais voilà, si vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre du coup sur le Discord. Je vais regarder comment je peux faire quelque chose. Comme ça, on fera le tirage là-bas. Par contre, du coup, même si je fais un raid, je suis pas sûr si je vais pouvoir arrêter le live. Donc, je dois arrêter le live. Je vais sûrement lancer le raid. Puis après, je vais éteindre mon ordinateur en espérant que le live s'éteint. Logiquement, oui. Je suppose. Si quelqu'un ici a déjà essayé ou pas, mais je suppose que ça va arrêter le live. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. On prendra naturellement un petit peu plus de temps aussi, peut-être la semaine prochaine aussi, pour vraiment essayer de parler aussi un petit peu sur ces épisodes, un tout petit peu de discussion sur plein de choses différentes. Malheureusement, c'était un petit peu tard pour moi ce soir. Et puis donc, c'est vrai que j'avais pas trop non plus prévu, parce que j'ai plein de questions à te poser. Ouais, j'ai pas du tout fini. J'ai une liste de quelques centaines de questions, donc on en a pendant à peu près, je dirais, 2-3 ans, je pense, si on fait que les mardis. Donc, on a des très 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 bonnes épisodes, je pense, qui vont arriver aussi tous les prochains mardis aussi. N'hésitez pas à passer aussi. Donc, normalement, on commencera toujours par l'analyse Bitcoin, toujours. Et puis, une fois que l'analyse est finie, après, je pense qu'on va prendre toujours une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, peut-être 1h30, peut-être fois plus, dépendant sur quoi est-ce qu'on part. Et analyser la semaine prochaine le silver. Il part bien. Ouais, le silver, c'est un des trucs que j'ai vraiment envie aussi d'acheter physiquement. C'est du silver. Ça, c'est un truc que j'achèterais. Comme l'or, peut-être à l'époque plus, mais le silver, c'est un truc que physiquement, je pense que c'est une bonne réserve de valeur aussi pour le long terme. Mais ouais, on pourrait peut-être regarder en effet le silver. On commence toujours par une bière. Ouais, ça c'est vrai, Zach. En plus, j'avais pas de bière aujourd'hui. Mais j'aurais pas pu prendre une bière. Je me serais écroulé, je pense, de fatigue. Et puis voilà. Ça va pour toi si après on s'arrête là pour ce soir? Et puis de toute façon, alors on est en discussion aussi, hein, on va voir. Pour l'instant, il y a pas trop de discussion sur le quoi, comment et quand. Je sais que tout bientôt, il y aura de très belles choses qui vont arriver sur Twitch. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de notification sur Twitch, mettez-le, parce que vous aurez de belles surprises qui vont arriver dans les prochains jours.
Je vous dis pas plus, mais ça vaut la peine de faire attention à Cryptologique sur Twitch parce que we will be back. We will be back. Et puis d'autres discussions aussi encore en interne qui sont en train de se mettre en place justement pour le reste. Et puis voilà, je pense à peu près tout. Je vais préparer le raid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me conseiller quelqu'un? Sinon, je prends sur la liste que j'ai ici à gauche parce que j'ai pas d'autres listes, quoi, du coup. Sinon, je peux trouver personne d'autre. On a. Bon, je me rappelle plus de lui. Sheldon Assad en crypto, mais c'est anglophone. Il regarde des charts. Bitcoin pullback, on peut éventuellement aller voir là-bas. Je crois que si je le follow, c'est qu'on a sûrement déjà une fois fait un raid. Donc c'est un risque, mais ça peut être intéressant. Je vais aller faire un raid là-bas. Et puis voilà. Donc non plus, j'ai pas eu le temps malheureusement au début de ce live de regarder la newsletter de Tintin. C'est vrai que je vous en ai pas vraiment parlé non plus, mais pour toutes les personnes qui ne suivent pas encore, tous les lundis, on a Tintin qui nous poste aussi la newsletter sur Twitter. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur Twitter aussi, c'est gratuit. Il y a vraiment une très belle explication de toute la newsletter, pas tous les détails, parce qu'il y a tous les détails qui sont dans le club, mais déjà un grand overview en tout cas de la newsletter est gratuitement sur Twitter. Un grand travail de sa part, donc n'hésitez pas à aller faire un petit pouce, un petit like, un petit retweet ou quelque chose. Ça soutient aussi énormément aussi son travail. Mais il va sûrement vous en parler un petit peu plus aussi cette semaine. Donc du coup, il y aura quand même quelqu'un qui fera un tour aussi dessus. Je lance le raid. Je vais déjà voir si ça fonctionne. Ok, c'est cool, ça fonctionne. Déjà au moins ça. Ouais, donc du coup, moi, je vais éteindre après mon ordinateur. Mais déjà, un big up à toutes les personnes qui ont follow aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Pour les personnes qui se sont aussi abonnées, merci beaucoup pour votre soutien, les gars. Très, très cool. Merci beaucoup à toi, ZS. Merci beaucoup pour cette belle analyse. Et franchement, très, 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 très cool. C'est vrai qu'on a une vision parfaite maintenant de ce qui va se passer. Alors, peut-être qu'il peut se passer pas mal de choses aussi en question de volatilité. Si d'un coup, ça va super haut pour X raisons avant la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord et puis poser des questions si d'un coup il se passe quoi que ce soit sur le marché. Il faut poser des questions pour avoir des réponses, vous le savez, sinon on ne peut pas vous répondre à vos questions. Et puis sinon, j'espère que d'ici mardi prochain, on va avoir du coup soit une belle montée sur Bitcoin et si c'était plutôt un gros crash, qu'on arrive à soutenir quand même les prix. Parce que si on les tient pas, voilà, on aura une nouvelle vision et de nouvelles analyses aussi encore à faire du coup sur Bitcoin. Donc voilà. Messieurs, mesdames, moi, je vais aller faire un dodo. Ça va me faire beaucoup de bien. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. À toi, Zad des soucis. Et puis, naturellement, quand on arrive chez Sheldon Assad, qui est anglophone, parle de crypto, respect avant tout, pour présenter la communauté de chez Cryptologique. Plein de crypto love dans le chat, c'est gratuit, ça donne beaucoup d'énergie. C'était ça la phrase? Ouais, elle est bien. Un truc comme ça. Hein. Oui, elle est bien. Yes. Allez, ciao, ciao tout le monde. Allez, ciao. Ciao, ciao. Allez, j'éteins mon ordi. On va voir si ça fonctionne. À tout bientôt, ZS. Ciao. Ouais, ciao. Oui, Le live, le truc est lancé. Maintenant, il faut voir si